Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Notre couverture spéciale se poursuit au lendemain de la riposte de l'Iran après l'attaque sioniste sur le consulat iranien à Damas qui a entraîné la mort de hauts dirigeants des gardiens de la révolution. Téhéran a lancé une attaque complexe contre des sites militaires sionistes, à savoir les deux bases aériennes de Ramon et de Negev situées dans les territoires occupés. Un événement qualifié par beaucoup d'observateurs d'historique. C'est une première. Alors à quoi peut-on s'attendre au lendemain de cette riposte? On en parle justement ce soir avec mes invités. Cherif Driss est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc professeur spécialiste des questions politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sofiane Baroudi est également avec nous. Sofiane Baroudi qui est journaliste à Al24 News, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Nora. Depuis Al-Quds nous rejoindra un peu plus tard dans l'édition Amjad Chihab, professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Il y aura également maître Eli Hatem, avocat international et conseiller politique. Et puis j'ai le plaisir de retrouver Manuel Pouchelet, expert en géopolitique, et Gamal Abina, expert des questions internationales. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame, merci de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. Avant d'entamer ce débat, je vous propose mesdames et messieurs tout d'abord de revenir sur cette riposte du côté iranien sur l'entité sioniste dans un sujet signé commentaire Hamid Meshri et récit Nariman Zekar. Après près de 2 semaines de spéculation suite à l'attaque aérienne sioniste contre l'ambassade iranienne à Damas le 1er avril, la riposte de Téhéran est arrivée samedi soir. Après s'être emparé quelques heures avant d'un cargo dans le détroit d'Ormuz, le corps des gardiens de la révolution islamique de l'Iran a lancé des dizaines de drones kamikazes et de missiles vers les territoires palestiniens occupés et les sites militaires de l'entité sioniste, selon l'agence de presse iranienne. Intervenant en réponse à l'agression sioniste contre la représentation diplomatique iranienne en Syrie, provoquant l'assassinat de hauts dirigeants des gardiens de la révolution, les frappes nocturnes iraniennes sont la première attaque directe de la République islamique contre l'entité sioniste après des décennies d'hostilité et de tensions. Alors que le monde s'attendait à une action militaire d'envergure, la riposte iranienne a été très précise, limitée et proportionnelle à l'agression commise par l'entité sioniste. C'est ce qu'a confié le commandant des gardiens de la révolution, le général Hossein Salami. Il a ajouté que l'opération iranienne, baptisée Promesse honnête, a eu plus de succès que prévu. Le moment, les lieux et les méthodes choisies reflètent toutefois que l'Iran a évité de ne pas entraîner la région dans un conflit plus large. Les principaux alliés occidentaux de l'entité sioniste, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, ont affirmé avoir intercepté la majorité des lancements lors de l'attaque massive. Cependant, selon les images et vidéos diffusées par les différents médias et relayées par les réseaux sociaux, on peut voir que des missiles balistiques ont atteint les territoires occupés palestiniens, endommageant notamment la base militaire sioniste de Nevatim, la plus importante base aérienne de l'armée d'occupation. Voilà, alors c'était donc un retour sur cette riposte. On commence avec vous, monsieur Cherif Driss. Concrètement, à quoi peut-on s'attendre après cette riposte de l'Iran? En fait, il est très difficile de prévoir la réaction qui s'en suivra. Il est clair maintenant que, d'après la manière dont cette opération a été élaborée, a été menée, c'est que la partie iranienne ne cherchait pas l'escalade. Elle ne visait pas à proprement parler une action militaire d'envergure avec des cibles civiles ou des cibles militaires très importantes. Mais c'était une opération très préparée. Il n'y avait pas l'effet surprise. C'est un élément très important à retenir. Deuxième élément, c'est que la façon d'opérer nous incite à penser que de la part des dirigeants iraniens, il y avait la nécessité ou le devoir de répondre, ne serait-ce que par rapport à l'opinion publique interne, mais aussi par rapport à l'image que l'Iran véhicule comme étant une puissance régionale, mais aussi à l'image, au message que les Iraniens voudraient faire passer à la partie israélienne, qu'en quoi nous pouvons atteindre votre territoire, et c'est la première fois qu'une attaque du territoire iranien vers le territoire israélien, c'est qu'ils n'ont pas fait appel à leurs alliés
certains alliés régionaux. Donc là, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je crois qu'il est trop tôt pour le savoir, mais quelques indices peuvent nous permettre de dire, comme hypothèse première de travail, c'est que peut-être la situation n'ira pas vers une escalade qui serait incontrôlable, dont les conséquences pourraient être préjudiciables aussi bien pour les Israéliens que les Iraniens, et même sur le plan régional. Je crois que le scénario le plus plausible, à mon sens, c'est qu'il n'y aura pas d'escalade, il n'y aura pas de guerre ouverte. Car une guerre ouverte, et les Américains ont bien laissé entendre à leurs alliés israéliens qu'en quoi si les Israéliens décident de lancer une action militaire, les Américains ne vont pas s'associer, ils les soutiendront, mais ne vont pas s'associer. C'est un message clair que la situation pourrait s'arrêter là. Donc là, comme scénario, à mon sens, qui est le plus probable. Très bien. Sofiane Baroudi, vous rejoignez les propos de M. Cherif Delis. Il n'y aura pas d'escalade, selon vous? Je pense qu'il est encore très tôt pour vraiment savoir est-ce qu'il y aura ou pas une escalade. Et je pense que l'hypothèse la plus plausible, c'est on est déjà dans une situation d'escalade. Il faut se rappeler que la riposte iranienne a été conditionnée par plusieurs choses très importantes. Déjà, il y a la double violation de la souveraineté à la fois de l'État syrien, parce que le consulat est à Damas localisé, et on sait que la Syrie est très souvent la proie de raids d'agression sionistes sur la région d'Alep, à Damas, et aussi dans les régions du sud, de plus en plus vers Konetra. Il y a aussi une situation d'escalade sur la ligne de démarcation avec le Liban qui va bien au-delà de la ligne de démarcation de ce qu'on appelle la ligne bleue. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu des attaques sur la région des attaques d'agression sur la région de Baalbek. Il y a eu aussi l'assassinat de Cheikh Salah Al-Alouri à Beyrouth en violation de la résolution 1701. Et il y a aussi une situation, on va dire, d'escalade contrôlée, mais d'escalade quand même en mer Rouge, où ça commence à faire déjà quelques mois qu'il y a une situation de blocus, que les Yéménites et Ansarallah, l'armée yéménite et Ansarallah sont solidaires de manière très très active avec le peuple palestinien. Et il y a eu une riposte, ou alors il y a eu des attaques britanniques, américaines qui ont été considérées comme une agression vu qu'il n'y a pas eu de mandat des Nations Unies. Les attaques ont été limitées, mais il y a toujours une situation très belliqueuse dans la région parce qu'il y a encore des attaques contre différentes embarcations qui sont liées à des intérêts sionistes. Il y a aussi l'Irak où il y a de plus en plus une profusion d'actions à la fois, si vous voulez, il y a eu le fameux épisode de l'attaque d'agression américaine contre al-Hashd al-Sha'bi, qui est une fraction ou alors une branche de l'armée irakienne qui a occasionné une montée au créneau du gouvernement irakien qui a même demandé la fermeture des bases américaines. D'ailleurs, les bases américaines sont souvent la proie d'attaques, que ce soit au nord-est de la Syrie, notamment ce qu'on appelle Haoud al-Omar ou alors Haoud Koniko, qui sont un peu des enclaves pétrolières et gazières contrôlées par des bases américaines juste à côté. Il y a aussi le risque, si vous voulez, d'une escalade qui irait au-delà de cette zone de ce qu'on appelle un peu l'axe de la résistance que je viens de citer, qui pourrait aussi inclure d'autres pays. On pense notamment à la Jordanie, qui est dans une position très très délicate, où on a vu déjà hier plusieurs drones tomber sur le sol jordanien. Il y a eu aussi, si vous voulez, il y a des manifestations très 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 récurrentes en Jordanie où la moitié de la population est solidaire avec le peuple palestinien parce qu'elle est palestinienne elle-même réfugiée. Et il ne faut pas oublier le contexte vraiment le plus important, c'est qu'on est à presque 7 mois de guerre et d'opérations génocidaires contre le peuple palestinien, une guerre génocidaire jamais vue à l'ère contemporaine. Et je pense que cela, si vous voulez, l'offensive totale génocidaire de l'entité sioniste conditionne déjà une forme d'escalade. Et pour finir, je pense que le gouvernement fasciste de Benjamin Netanyahou a tout intérêt, en tout cas cherche à impliquer les États-Unis dans une escalade régionale et voire au-delà de la région. Gamal Abina, l'administration, le gouvernement de Benjamin Netanyahou cherche justement à impliquer les États-Unis dans une sorte de contre-attaque, on va dire, contre l'Iran. Vous pensez qu'elle aura lieu, cette contre-attaque, justement ? Absolument pas. Netanyahou est un raciste qui est complètement illuminé, qui s'imagine qu'il est maître du monde, qui a tenté effectivement l'escalade, ne pensait pas que l'Iran répondrait de cette façon. On a eu l'occasion de le dire hier soir sur votre chaîne. Je savais parfaitement qu'il y aurait une attaque parce que les passes d'Arabes l'avaient annoncé, parce que les gardiens de la révolution l'avaient annoncé, mais surtout parce que Ali Khamenei, qui n'est pas un rigolo, a annoncé qu'il y aurait une attaque. Alors une attaque de quoi? Une attaque qui fait suite à une agression directe, à une violation de l'espace aérien, ça vient d'être dit, de la Syrie, mais surtout à une attaque de l'ambassade d'Iran, donc c'est une déclaration de guerre. Donc comment peut-on imaginer qu'un pays souverain, un pays puissant comme l'Iran, il faut rappeler les rapports de force, les sionistes c'est 5 millions d'habitants, l'Iran c'est 80.
Les sionistes, c'est un tout petit État qui est juste soutenu par l'Occident et quelques États vassaux arabes. L'Iran, c'est un très grand État, une grande puissance, avec plusieurs alliés dans la région, qu'ils appuient, et ils appuient à juste raison, puisqu'ils essaient d'empêcher le massacre de masse de la Palestine et la destruction de l'État même de la Palestine. Donc, effectivement, les États-Unis seraient intéressés pour affaiblir l'Iran, mais ils n'y sont pas parvenus en 45 ans. Donc, aujourd'hui, parce qu'on sera bientôt le 45e anniversaire de la révolution islamique d'Iran, on l'a même dépassé, il me semble. Et donc, aujourd'hui, l'Iran, qui est une grande puissance industrielle, qui maîtrise à la fois le civil et le militaire, le balistique, dans les missiles longue portée, on l'a vu, avec des frappes qui sont à plus de 1000 km, qui maîtrise surtout les drones Shahid, qui sont un nouveau concept qui marche très très bien, on le voit bien en Ukraine, mais surtout qui maîtrise la couverture aérienne, à savoir qu'ils ont des satellites, ils ont leurs lanceurs, ils maîtrisent l'espace. L'Iran est une puissance avec laquelle il faut compter. Et les sionistes, Netanyahou, qui est un illuminé raciste, je répète à chaque fois, il faut dire que c'est un raciste. Quand on dit animaux humains, les Hitlériens disaient la même chose, ce sont des racistes. Eh bien, cet homme a cru qu'il allait entraîner avec lui l'Amérique dans un conflit généralisé. Les États-Unis ont défendu leur enfant chéri, l'entité sioniste, tout comme d'ailleurs l'Angleterre, la France, les Émirats, le Qatar et l'Arabie, qui ont empêché beaucoup de missiles et de drones de passer, mais il n'en demeure pas moins que la frappe était extrêmement puissante, 400 attaques comme simultanées, que la frappe s'est faite à 1 heure d'intervalle, ce qui est assez extraordinaire en termes stratégiques, et surtout que c'est une frappe défensive. Il faut se rappeler que la dernière fois que les sionistes ont été frappés par le ciel, c'était en 91 avec Saddam Hussein. Depuis, ils étaient tranquilles. Mais ils ont été provoqués un géant dans la région, l'Iran, qui est aussi membre, il ne faut pas l'oublier aussi, des BRICS+, qui est une grande puissance industrielle, comme je l'ai dit, mais surtout un géant qui n'était pas endormi, qui a préparé depuis 35 ans la potentialité d'une attaque des États-Unis et des sionistes. Cette attaque n'est pas arrivée parce qu'ils sont trop puissants aujourd'hui. L'Iran est largement en mesure de se défendre et plus encore, maintenant est capable d'avoir une posture offensive. Donc évidemment, on peut tous attendre de Netanyahou, qui est quelqu'un de déséquilibré mental à mon sens, qui est un type qui se croit être de la race supérieure, de la race des seigneurs, qui a osé dire une fois qu'il était le peuple de la lumière, qui est quand même extrêmement douteux. Eh bien cet homme-là, aujourd'hui, se rend bien compte qu'il s'est largement ridiculisé et que contrairement à la propagande ridicule qu'on entend depuis ce matin, que 99% des missiles auraient été interceptés, c'est un mensonge éronté, parce que le système d'onde de fer, qui est largement mis en rude épreuve depuis 6 mois, n'intercepte en règle, on le sait très bien, entre 40 et 70% des objets qui sont lancés. Donc c'est une propagande pour donner l'illusion d'une surpuissance sioniste, mais dans les faits, on a vu les images, ça a bien été frappé, et les Iraniens n'ont frappé que des objectifs militaires, qui est tout à leur honneur d'ailleurs, contrairement aux sionistes. Très bien. Avant de me tourner vers vous, Manuel Pouchelet, je voudrais qu'on écoute d'abord le général Mohammad Bakeri, chef des forces armées iraniennes. Il revient justement sur cette opération. De notre point de vue, cette opération est terminée. Il n'y a aucune intention de la poursuivre. Mais si le régime sioniste entreprend une quelconque action contre la République islamique, que ce soit sur notre sol ou dans des lieux qui nous appartiennent, en Syrie ou ailleurs, notre prochaine opération sera beaucoup plus importante. Les impacts dont nous disposons d'informations précises et documentées sur le terrain montrent que l'opération a été menée avec plus de succès que prévu. Voilà donc Manuel Pouchelet, le côté iranien parle d'une opération plus réussie que prévue au moment où donc l'entité sioniste déclare que 99%, comme le disait Gamal Abina, 99% des missiles ont été interceptés. Il y a vraiment là une illusion de surpuissance de l'entité sioniste finalement, comparée à la réalité des choses. À comparer la réalité des choses, vous êtes aussi dans une guerre de communication. C'est le contre-amiral chargé porte-parole de l'armée de sioniste qui s'est exprimé. Je ferai remarquer que ce brave homme a oublié de mentionner l'intervention des alliés, notamment jordaniens, émiratis, américains, français, pour stopper ces drones. Sans quoi le dôme de fer aurait été plus que saturé et il y aurait eu beaucoup plus de pertes. Pour l'instant, je pense que ce sont des éléments de langage qui sont suite, on va dire, à une opération militaire qui a été couronnée de succès pour les Iraniens, puisqu'ils sont capables de frapper l'État sioniste en son cœur. Donc c'est un message qui est fort, donc si vous voulez. Mais en même temps, je remarque une chose, c'est que les frappes ont été mesurées, si je puis me permettre. Un peu comme le dit le proverbe chinois, il y a toujours une petite frappe avant d'avoir une grande frappe. C'est ce que vient de confirmer le chef d'état-major iranien, puisqu'après, si par hasard Israël et ses alliés décident de frapper beaucoup plus fort ou en riposte, de toute façon, l'Iran aura les moyens de sa réponse. On parle de guerre militaire, on parle de guerre, mais aussi il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte dans cette analyse,
crise, c'est un aspect économique. Je rappelle que l'Iran est capable de verrouiller le détroit d'Ormuz, la canal où passe le pétrole pour l'Occident, mais également le golfe d'Aden avec l'aide des Houthis. Et je ferai remarquer qu'hier, Téhéran a été capable de démontrer une opération combinée, comme on dit dans le vocabulaire militaire, en sollicitant le Hezbollah, les Houthis et elle-même. Donc finalement, c'est un message fort à Israël qui prépare sa riposte. D'ailleurs, certains vantent du côté de l'état-major israélien en faisant douter Téhéran en pensant qu'ils vont attendre avant la riposte. Mais une chose est sûre, nous sommes bien dans une forme de désescalade, je l'espère. Pourquoi ? Parce que M. Biden a précisé les éléments de langage et les Américains ne s'engageront pas aux côtés des Israéliens, mis à part, si vous voulez, un soutien logistique. Mais finalement, les Américains confirment leur posture, un petit peu comme ils l'ont fait avant le 7 décembre 1941. Aucun Américain ira mourir pour Danzig, mais là, aucun Américain ira mourir pour Jérusalem, si vous voulez, tout comme pour Kiev. Donc, quelque part, le message est très clair. Je rappelle que du temps de la présidence Trump, il était question, si vous voulez, que les Américains se retirent du Moyen-Orient. Je rappelle aussi qu'en 2002, vous avez eu l'USS Cole, qui était un bateau qui a été attaqué et presque coulé au Yémen. Donc, depuis, les Américains se méfient et préfèrent avoir une posture en ayant un groupe aéronaval au large, tant dans l'océan Indien qu'en Méditerranée, puisque ce souvenir de l'USS Cole au large du Yémen a laissé des traces. Et depuis, même les bases américaines en Irak sont sujettes aussi à frappe. Donc, si vous voulez, il y a une exposition des alliés, on va dire, d'Israël, mais en même temps, Téhéran démontre qu'ils sont bien maîtres chez eux, maîtres de la région. C'est une puissance régionale avec laquelle il faut discuter, puisque derrière cette puissance régionale, vous pouvez aussi avoir d'autres dossiers. Je pense au dossier du Kurdistan, je pense au dossier du pétrole, puisque l'Iran est quand même le 3e producteur mondial. Donc forcément, il y aura un aspect économique qui sera non négligeable et qui sait, ça se trouve, peut-être que Téhéran négocie également pour les otages israéliens. Donc si vous voulez, ça fait beaucoup de choses qui font qu'il va falloir agir avec modération et considérer. Je vais vous dire une chose, Napoléon disait « N'affrontez jamais trop souvent votre ennemi, vous risqueriez de lui apprendre votre art de la guerre ». Et cette fois-ci, nous en avons eu la démonstration. Téhéran a été capable de frapper Tel Aviv et Jérusalem en leur cœur. Très bien, merci Manuel Pouchelet. Je reviens vers vous, Chérif Driss. D'abord, on va écouter le ministre iranien des Affaires étrangères qui avait déclaré en conférence de presse que son pays avait donc informé les États-Unis qu'une riposte allait avoir lieu. On l'écoute et on en parle juste après. Nous avons annoncé ce matin à la Maison-Blanche dans un message que nos opérations seraient limitées et minimes dans le but de légitime défense et de punition du régime israélien. Environ 72 heures avant l'opération, nous avons informé nos chers voisins et les pays de la région que la réponse de la République islamique d'Iran sous forme de légitime défense et définitive est indéniable. Voilà donc, Chérif Driss. Tout d'abord, pourquoi est-ce que l'Iran a annoncé justement cette riposte? Pourquoi cet effet d'annonce au lieu d'attaquer directement? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que les Iraniens ne cherchent pas l'escalade. En ce sens que annoncer au préalable qu'ils allaient riposter et voire même donner un petit peu la date, c'est une façon de montrer une bonne volonté, une bonne disposition par rapport aux Américains, de leur dire finalement, on n'est pas des illuminés, on n'est pas des irrationnels, et on ne cherche pas l'escalade. Donc, un petit peu, c'est le couper l'herbe sous les pieds des Américains. Dans le cas où il y aurait une volonté de la part des Israéliens de riposter, de se venger, il y aura les Américains de leur dire finalement, la réponse iranienne, nous avons été informés, contrairement à vous, vous ne nous avez pas informés quand vous avez décidé de bombarder le consulat iranien à Damas. Les Iraniens l'ont fait. C'est une façon de démontrer qu'on est un acteur rationnel. Les Israéliens ne le sont pas. Deuxième élément qui est très important, et par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, les Iraniens cherchent une réponse très mesurée et très pondérée. À savoir qu'on cible des objectifs militaires, à savoir qu'on est en train de riposter parce que nous avons été attaqués, il y va de notre crédibilité, il y va de notre sécurité nationale, mais aussi, il y va aussi de la crédibilité de toute la région. Donc, en informant les États-Unis, les Iraniens sont en train de négocier quelque part. Parce que ne l'oublions pas qu'il y a un paramètre qui est très important. Depuis quelques années, il y a eu un déblocage par rapport au dossier nucléaire. Les Iraniens ne veulent pas s'aborder tous les efforts qui ont été entrepris depuis quelques années, toute
la bonne volonté affichée, je dis entre guillemets, de la part de certains acteurs occidentaux, contrairement à ce qui a été par rapport à la période de Trump, de dire finalement, nous sommes un acteur avec lequel il faudrait compter, nous ne sommes pas un acteur qui cherche à avoir des problèmes, qui est un acteur nuisible, qui cherche à bouleverser l'équilibre régional. Donc nous ne cherchons pas l'escalade. Donc je le redis, l'élément fondamental de la part de la stratégie iranienne, aussi bien la stratégie de communication, parce qu'en termes de communication, c'est très important, ils ont communiqué, ils ont informé. Tout le monde savait que les Iraniens allaient riposter. Tout le monde savait que les Iraniens avaient lancé des drones qui prendraient des heures pour arriver au territoire israélien. C'est une façon de dire, finalement, on fait les choses dans l'ordre. Dans l'art et la manière, nous ne sommes pas un acteur irrationnel, nous ne cherchons pas l'escalade, nous sommes en train un petit peu de riposter en fonction de ce que nous autorise l'article 51 du chapitre 7 de l'achat des Nations Unies. Et en fin de compte, s'il y a escalade, ce n'est pas nous qui la cherchons. Donc c'est une façon un petit peu de rassurer les Américains, c'est qu'on n'est pas un acteur irrationnel, et aussi que si demain il y aurait une escalade vers une guerre ouverte, ce ne sera pas nous qui le commençons. Donc je pense que c'est un message adressé aux Américains pour les rassurer, mais aussi au-delà des Américains, assurer les alliés régionaux des Américains, mais aussi les alliés européens. Très bien. Gamal Abina, j'aimerais votre avis sur la question. Ne pensez-vous pas que c'est une sorte de démonstration de force dissuasive de la part de Téhéran pour simplement montrer qu'ils sont capables de se défendre d'un côté, mais aussi d'attaquer l'entité sioniste? Vous savez, il y a une réalité historique. L'Iran a subi une guerre d'usure et une guerre directe violente avec une alimentation puissante de l'Occident qui soutenait Saddam Hussein pendant 8 ans. 8 ans et demi de guerre qui a été un bain de sang, plus de 2 millions de morts. Ils n'avaient que très peu d'armes, du matériel dégradé, des avions pas entretenus, et pour autant, ils ont réussi à résister et à remporter la mise. Parce que de toute façon, l'Iran n'a pas perdu la guerre, même si c'était un statu quo. Mais ce qui est certain, c'est que cette démonstration de force démontre une chose essentielle. D'abord, que les sionistes sont des gens arrogants, prétentieux et méprisants, qui s'imaginent être le centre du monde. Et qui s'imaginaient, à tort, qu'ils avaient une technologie suffisamment puissante, suffisamment avancée pour que l'écart technologique empêche toute résistance de se manifester. Ça a été démontré le 7 octobre que leur technologie n'a servi à rien, mais surtout que leurs renseignements ne sont pas à la hauteur, que leurs stratèges sont très très mauvais, et surtout, et c'est le plus important, que le retard technologique que le monde arabo-musulman, je parle arabo-musulman parce que les Iraniens ne sont pas arabes mais musulmans, ce retard technologique a été comblé. Donc aujourd'hui, l'Iran a fait une démonstration de force, il faut quand même voir un petit peu sur un plan stratégique militaire, Manuel Pouchelet pourra en parler, frapper un territoire à 2000 km de chez soi sans déplacer le moindre soldat, c'est une prouesse technologique incomparable parce qu'il faut des guidages satellitaires, il faut des satellites pour guider les avions, il faut des hommes au sol pour guider les drones Shahid qui ont fait le travail. C'est d'ailleurs une révolution militaire. Le drone Shahid, c'est un concept nouveau. C'est pas un missile, c'est un avion sans pilote qui fait office de missile. Donc tout cela a démontré que l'Iran était en mesure, grâce à cette technologie de plus en plus avancée, de faire peur, de frapper fort au cœur de la bête. Quand je dis la bête, je parle de l'idéologie sioniste raciste. Et donc les fascisto-sionistes, c'est comme ça que je les appelle, qui ont pris des coups aujourd'hui, se rendent bien compte que le vent de violence qu'ils ont déclenché peut se retourner contre eux et que ce qui les a sauvés, ce n'est pas leur technologie, leur dôme de fer qui aurait dû être saturé. C'est tous les dispositifs alentours. Je parle des Américains évidemment, des Anglais, des Français, mais surtout des Qataris, des Saoudiens qui ont tous acheté des missiles Patriot pour intercepter les attaques. Eh bien, c'est tous ces alliés de circonstance ou des alliés d'adhésion qui ont protégé l'État sioniste. Donc aujourd'hui, l'État sioniste a démontré qu'il était faible, qu'il était incapable de se défendre tout seul. Quant à l'Iran, elle a démontré, vous l'avez bien posé la question, elle a démontré qu'elle était largement en mesure de frapper fort, de frapper fermement, sachant qu'elle a quand même subi une succession d'attaques qui n'ont pas arrêté depuis 45 ans de la part des sionistes. On se rappelle des scientifiques qui étaient assassinés à Téhéran, on se rappelle des mouvements insurrectionnels qui étaient téléguidés de l'extérieur, on se rappelle évidemment des attaques de l'ambassade, de l'assassinat du plus grand chef militaire iranien, dont on sait aujourd'hui maintenant que les Américains ont participé à la manœuvre, mais que les sionistes avaient poussé l'Amérique à agir. On se rappelle des attaques de Trump qui avait envoyé des avions de combat sans pilote et qui ont été interceptés. Tout cela démontre que l'Iran est capable de faire mal, très mal, et ça a été dit par Emmanuel tout à l'heure. Ils peuvent bloquer d'ailleurs les deux détroits qui acheminent le pétrole. Donc l'Iran a les cartes en main, l'Iran a toujours eu le jeu en main. Aujourd'hui, elle a frappé fort, mais c'est un avertissement très clair vis-à-vis de l'autre déséquilibré mental qui dirige l'État sioniste, qui a pris encore un revers et qui risque de le payer très cher par la suite, parce qu'effectivement, le mythe de l'invincibilité sioniste a disparu définitivement cette nuit.
Alors messieurs, l'action militaire de l'Iran s'est basée sur l'article 51 de la Charte des Nations Unies concernant la légitime défense en réponse à donc l'agression sioniste sur le consulat iranien de Damas. Pourtant, Sofiane Baroudi, je reviens vers vous, l'Occident a tout de suite condamné cette riposte lorsqu'il affirme d'un autre côté que l'entité sioniste s'était tout simplement défendue le 7 octobre dernier contre la riposte du Hamas. Alors on a pris l'habitude désormais des narratifs complètement tronqués qui sont échafaudés par notamment les médias masses occidentaux au service d'intérêts qu'il faut qualifier par leur nom, c'est-à-dire d'intérêts impérialistes et colonialistes, notamment en soutien à la fois à l'entité sioniste quand il s'agit de génocider le peuple palestinien, mais aussi par exemple en soutien à, si vous voulez, à la guerre en Ukraine à un côté particulier contre l'autre. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris l'habitude aux deux poids deux mesures qui est devenu un peu la norme et à des narratifs qui se sont complètement, si vous voulez, désagrégés ou désintégrés complètement vu que personne n'y croit plus, notamment avec ce qui s'est passé et ce qui se passe encore à Gaza. Dernièrement, il y a eu par exemple un événement qui a vraiment choqué les opinions publiques, y compris occidentales, quand l'entité sioniste s'est attaquée à une caravane humanitaire, ce qui a fait vraiment se désintégrer toute la narrative. Et on voit très bien à quel point, si vous voulez, le droit international humanitaire, le droit de la guerre aussi, est complètement piétiné par le régime colonialiste israélien et de facto par aussi la plupart des régimes occidentaux qui le soutiennent. D'ailleurs, certains États occidentaux comme l'Allemagne sont accusés de complicité, de crimes de guerre et de complicité sur le génocide. Je pense que ce qu'il y a de plus inquiétant pour les Occidentaux, c'est vraiment une reconfiguration globale qui est en train de s'opérer d'une manière très accélérée. Parce que ce que démontre aussi la riposte iranienne, c'est qu'il y a une nouvelle équation, il y a de nouveaux équilibres, une nouvelle équation de la confrontation au Proche et au Moyen-Orient, malgré, il faut le rappeler, une guerre hybride et une guerre non conventionnelle menée contre l'Iran depuis des décennies. Il y a aussi un aspect très important, c'est l'échec de la politique des sanctions économiques maximales qui visait à mettre à genoux l'Iran, mais pas seulement, aussi la Syrie et le Liban sont sous le régime de la fameuse loi César. Il y a d'autres États où les sanctions maximales ont échoué, la Russie, le Venezuela aussi. Et je pense qu'il y a un malaise très très profond en Occident de la part de l'émergence de nouveaux rapports de force globaux, non seulement à l'échelle économique, diplomatique, mais aussi dans le cadre de la confrontation militaire. À mon avis, il y a aussi une forme de crainte, si vous voulez, de l'émergence de nouveaux pôles, d'un monde multipolaire, malgré tous les efforts qui ont été construits pendant des décennies, encore une fois, pour affaiblir par exemple l'Iran. Parce qu'il faut rappeler aussi que l'Iran a dû se confronter à plusieurs problématiques d'ordre régional qui constituent encore des complications pour, si vous voulez, vraiment prendre la place qui lui est due sur l'échiquier international. On peut citer par exemple les tensions au Baloutchistan qui sont très très entretenues aux confins avec le Pakistan. On peut citer aussi la situation dans le Caucase qui est inquiétante pour les Iraniens mais pour d'autres acteurs, notamment pour les Russes. Et là, j'évoque notamment les tensions récurrentes encore entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui touchent directement l'Iran, les restrictions sur l'exportation d'hydrocarbures, parce que bon, même l'accord sur le nucléaire iranien qui arrangeait en quelque sorte certains pays occidentaux a été foulé au pas par Trump en 2018, ce qui n'a pas permis à l'Iran de revenir sur l'échelle internationale. Et donc moi je pense qu'il y a vraiment une configuration très très profonde qui, si vous voulez, ébranle complètement la narrative occidentale qui est en train d'être détruite. Très bien, merci Sofiane Baroudi. Messieurs, on revient tout de suite, restez avec nous. عشرين سنة وهي معايا الصباح وحشية معاها مكونيكتي بزاف وديما رقمك عزيز وتحب تحافظ عليه اقلبها 20 بلا ما تضيع رقمك. الهضره والاس ام اس غير محدوده نحو كل الشبكات. 80 جيجا انترنت صالحه ل 30 يوم ب 2000 دينار. باش تولي 20 شكل ايتوال 600 دياز ولا اتقرب من اي وكاله تجاريه موبيليس. مع 20 اهدر وكونكتي. موبيليس، معا نصنع المستقبل. انتوما اللي عندكم افكار، انتوما اللي عندكم مشاريع، انتوما اللي تخدموا على روحكم ومن قلبكم. وش كاين؟ كاين جديد اللي يخليكم تنشطوا في اطار قانوني يحميكم ويضمن لكم حقوقكم. مليحه هذه، خليه يكمل. سامح لي قاطعتك. لا معليش، اليوم جيناكم بالقانون الجديد للمقاول الذاتي. مقاول ذاتي
وش فيها هذه؟ فيها امتيازات كبيرة تخليك تحافظي على الاستقلالية ديالك وتولي عندك بطاقة المقاول الذاتي. اللي كيما أنا يخدموا في الدار داخلين فيها. ايه فيها. مارسي نشاطك وين تحبي وبلا ما تكري. وكيفاش نفاكتيريو؟ فيها محاسبة بسيطة وضريبة خفيفة غير 0.5%. 0.5%؟ ولو كان كاش ما يصرى لاسيرونس فيها؟ بيان سور فيها. ورايحة تكون عندك تغطية اجتماعية، بطاقة الشفاء ولا روتريت فيها؟ نحيتها لي من فمي، فيها لا روتريت. هذه مليحة. مي لا بابخاس فيها تاني. لا هذه ما فيهاش. كلش يندار في الانترنت. ما تتنقلي ما تكسري راسك، كلش من الدار حتى الخدمة. ادخل اليوم على موقع الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي www.anae.dz. خير نشاطك المناسب وسجل في 5 دقائق واحصل على بطاقتك. استفيدوا من مزايا قانون المقاول الذاتي وابنوا حياتكم على الصح. 20 سنة وهي معايا الصباح وحشية. معاها مكونيكتي بزاف وديما. رقمك عزيز وتحب تحافظ عليه. اقلبها 20 بلا ما تضيع رقمك. الهضره والاس ام اس غير محدوده نحو كل الشبكات. 80 جيجا انترنت صالحه ل 30 يوم ب 2000 دينار. باش تولي 20 شكل ايتوال 600 دياز ولا اتقرب من اي وكاله تجاريه موبيليس. مع 20 اهدر وكونكتي. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Regardez le 24 News, la couverture spéciale se poursuit autour donc de la riposte de l'Iran contre l'entité sioniste. Manuel Pouchelet, je me tourne vers vous à présent. Des drones, des missiles sol-sol, des missiles de croisière ont été utilisés donc dans cette attaque complexe. Manuel Pouchelet, est-ce que l'Iran a les moyens de sa politique en cas de nouvelle attaque du côté sioniste contre l'Iran donc ? Oui, de toute façon, il y a un équilibre de la terreur, comme on dit dans le vocabulaire militaire, mais l'Iran, elle est quand même titulaire de systèmes d'armes. On peut pas, comment dirais-je, comme l'a dit M. Abina tout à l'heure, cela relève de la haute technicité de pouvoir guider des missiles au mètre près. Alors beaucoup me diront oui, mais c'est pas possible. Si, c'est possible aujourd'hui. Les premiers missiles guidés laser remontent avec la première guerre du Golfe. Donc quelque part, l'Iran, si vous voulez, ne l'oublions pas, elle a des capacités militaires, elle a aussi des ingénieurs. C'est un pays qui a le plus grand nombre de docteurs au niveau des habitants. Donc c'est vraiment une puissance scientifique qu'il ne faut pas non plus contredire. Ensuite, côté israélien, côté de Tsahal, ils ont quand même dépensé $1 milliard dans l'opération d'hier soir, d'après certains médias locaux. Force est de constater, je ne suis pas sûr qu'ils pourront refaire la même chose dans la durée, puisque la guerre a bien sûr un coût. Et actuellement, Israël souffre d'investissement et surtout de revenus, puisqu'il y a une partie de l'économie qui est paralysée avec les événements en cours, notamment la partie au nord du pays, ou d'ailleurs même côté libanais, puisque je suis moi-même franco-libanais, je peux vous dire, il y a côté libanais 75 000 personnes qui ont quitté le territoire au sud, et côté israélien environ à peu près 100 000, donc à peu près égal, on va dire de façon égale. Donc finalement, ça a une paralysie économique. Maintenant, pour l'aspect militaire des choses, l'Iran est capable de frapper dans la profondeur, avec une rare précision, et c'est le résultat, je pense, de l'aboutissement de travaux de fond qui ont été entrepris avec ses alliés. On ne les a pas encore mentionnés, je pense à la Corée du Nord et je pense également au Pakistan, qui ont proposé leur concours auprès des autorités iraniennes pour la réussite et l'accomplissement, on va dire, des programmes en cours, que ce soit des missiles ou éventuellement du programme nucléaire. Maintenant, Téhéran, si vous voulez, a les cartes en main pour mener une opération. Elle l'a démontré hier soir. C'est ce qu'on appelle un warning sign, donc on va dire un avertissement. Maintenant, je ne sais pas si Jérusalem l'a bien pris en compte, mais une chose est sûre, moi je me souviens que Jérusalem avait bien pris en compte ses défauts et ses faiblesses, notamment lors de l'agression au Liban de la guerre des 33 jours en 2006, ou si vous voulez, des enseignements ont été tirés. Maintenant, attention, il s'agit d'une armée conventionnelle et non de proxy. Donc je pense qu'Israël a la notion du respect de son adversaire, mais ne l'oublions pas, la guerre s'est imposée à l'adversaire l'exécution de sa volonté. Force est de constater que Téhéran, pour l'instant, a l'avantage.
Gamal Abina, Téhéran a l'avantage pour le moment. On rappelle aussi que Téhéran a menacé les États-Unis en cas d'implication en soutien donc à l'allié sioniste. Et on rappelle aussi que les États-Unis disposent de beaucoup de bases dans la région. Certaines ont même déjà été ciblées par les différents mouvements de résistance, notamment en Irak ou en Syrie. Je veux juste apporter une petite correction gentille de la part pour M. Bouchelet. Il a dit que Jérusalem va réagir. Jérusalem ne fait rien du tout, c'est Tel Aviv. Les capitales sionistes, ce n'est pas Jérusalem. Ça, c'est eux qui le veulent, mais il ne faut jamais accepter cela. Aujourd'hui, c'est Tel Aviv sur un plan statutaire et international. Donc, c'est juste une petite la langue à fourcher, je comprends. Donc oui, effectivement, pour revenir au mouton, évidemment que Téhéran a l'avantage. D'abord parce qu'ils sont offensifs, parce qu'ils ont des soutiens dans la région, en dépit de quelques pays qui leur étaient hostiles, puisqu'il y a une paix entre l'Arabie et l'Iran aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier, ils sont mis d'accord grâce à la Chine. Téhéran a l'avantage parce que c'est un pays qui est très technologiquement avancé, il ne faut pas le perdre de vue. C'est une grande puissance industrielle, on ne tape pas sur des pays faiblement équipés, comme c'était le cas de l'Égypte, qui a fait sa guerre il y a 50 ans, ou la Syrie, qui n'a pas d'industrie. Enfin, c'est des pays qui n'ont pas les moyens de se défendre, comme le Liban, qui achètent des armements extérieurs, mais une fois que vous avez acheté les armes et qu'elles sont finies, qu'elles sont cassées, il n'y a plus aucun moyen. L'Iran a les moyens de produire autant qu'il veut, dans des proportions considérables. L'Iran est un pays riche, c'est pas un pays seulement qui dépend du pétrole. Et surtout, quand Khomeini est arrivé au pouvoir en 79, la première chose qu'il a dictée dans sa relation à son pays, c'est de dire nous allons mettre 10% du budget, écoutez bien, 10% du budget de l'État dans la recherche et le développement. C'est Khomeini qui a proposé cela. Ensuite, 20 ou 30 ans plus tard, on a eu Ahmadinejad qui lance l'Iran dans l'espace en faisant ses propres lanceurs de satellites. Ahmadinejad était un ingénieur, il ne faut jamais le perdre de vue. C'est un pays, ça a été dit par Emmanuel Bouchelet, qui est très très féru de sciences, qui a beaucoup de docteurs, beaucoup de chercheurs, de scientifiques dans tous les domaines possibles et imaginables. Et c'est un pays qui effectivement a les moyens de ses ambitions, même s'il y a une distance importante entre l'Iran et l'Arabie. Ils peuvent passer par la Syrie, ils peuvent passer par l'Irak. Ils ont des soutiens un peu partout aujourd'hui. Ils ont clairement créé ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Et puis surtout, les sionistes sont très arrogants. Et j'ai envie de dire qu'un arrogant, souvent, est un imbécile. Il s'imagine être plus fort et s'auto-intoxique, se croit supérieur sur un plan ethnique ou sur un plan technologique, mais finalement a montré sa faiblesse. Aujourd'hui, Netanyahou, qui était très arrogant, ne s'attendait vraiment pas à une attaque. Je ne vous cache pas qu'il imaginait continuer à chercher l'Iran sans qu'il y ait de réponse. L'Iran a apporté une réponse forte, très précise, ciblés, c'est important de le rappeler, ils n'ont pas touché les civils, ils n'ont pas été des barbares. Et surtout, l'Iran a dit, si vous recommencez, les conséquences seront extrêmement lourdes, parce que pour l'instant, nous avons tapé à distance, comme si c'était un lance-pierre. Mais si on envoie des troupes au sol, si on envoie des avions, il n'y a pas d'avions qui ont décollé. Si on envoie effectivement des salves de missiles, des centaines de milliers de missiles, comment voulez-vous arrêter une telle attaque? Et ils en ont les moyens aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier de la réaction iranienne, il faut se méfier de la réaction des sionistes qui sont encore un peu trop arrogants, mais aujourd'hui, il y a vraiment un basculement des rapports de force et de la guerre stratégique. Très bien, merci Gamal Abina. Alors maître Eli Hatem, avocat international et conseiller politique, nous a rejoint à l'instant. Bonsoir. Bonsoir à vous, et à vos téléspectateurs et à vos invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Eli Hatem, alors le ciel palestinien a été illuminé par cette riposte, par ces nombreux missiles qui ont été donc tirés. Le ciel de Gaza, lui, n'a pas vu d'avion passer. C'est une première, on le rappelle, depuis le 7 octobre dernier, Maître Eli Hatem. Oui, tout à fait, parce que il faut rappeler le contexte, peut-être. C'est que l'Iran a fait l'objet de plusieurs attaques terroristes de la part de l'entité sioniste. Vous savez, il y a eu des assassinats au sein même, sur le territoire iranien, de la part du Mossad, effectués dans des conditions qui sont considérées comme des actes de terrorisme. Deuxièmement, il y a eu également l'assassinat du général Soleimani. Troisièmement, il y a eu également l'attaque terroriste du 3 janvier dernier par le bras armé du Mossad et de la CIA américaine, c'est-à-dire l'État islamique au Khorasan. C'est d'ailleurs le même groupe qui a également effectué ou revendiqué plutôt l'acte terroriste à Moscou, à Crocus, à Moscou. Et puis, dernièrement, il y a quand même eu un acte de belligérance, c'est-à-dire une attaque à l'encontre du territoire iranien, parce qu'il faut rappeler que le consulat, qui est une dépendance de l'ambassade iranienne à Damas, est protégé par les dispositions de l'article 30 de la deuxième convention de Vienne de 1963. Il y a eu un acte de guerre, et comme vous le savez, c'est qu'il y a un principe de non-recours à la violence dans les relations internationales. Autrement dit, les représailles, en général, sont considérées comme étant illégales. Mais
elles sont considérées licites du moment où un État utilise ce droit d'avoir recours à ces représailles quand ses intérêts sont à plusieurs reprises menacés. Ce qui était le cas du consulat de l'Iran à Damas. Et c'est la raison pour laquelle que ces représailles sont tout à fait légitimes, même si elles ne sont pas considérées comme étant un principe légal avec le principe de non-recours à la violence dans les relations internationales. Il faut enfin rappeler un troisième élément qui est très important, c'est le recours à l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui prévoit le droit à la légitime défense. Sachez, comme a très bien souligné le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, que ça a été sécurisé. C'est pas Très bien, mais Eli Hatem, il semblerait que vous ayez un problème avec votre connexion Internet. Nous allons donc revenir vers vous dans quelques instants. Je me tourne vers vous, Cherif Delist. Même question. Le ciel palestinien a été illuminé par ces nombreux missiles. Pas d'avions qui sont passés au-dessus de Gaza. C'est vraiment une première depuis le 7 octobre dernier. Bien sûr, c'en est une, et ça donne un peu de répit aux Palestiniens. Espérons que cela se prolongera, même si le doute il est permis. Donc, il est clair que cette riposte, elle a mis l'État d'Israël et la société israélienne dans un état de psychose généralisée. Nous avons vu des alertes et des annonces aux populations d'aller se réfugier dans les abris, dans les bunkers. Et c'est un élément très important parce qu'il y a une dimension qui est très importante dans cette riposte, c'est la dimension psychologique. Je pense que l'un des objectifs recherchés, c'est un petit peu de semer un petit peu de la peur et de la terreur, de dire finalement qu'aux Israéliens, votre État est incapable de vous protéger. Donc, vous n'êtes pas à l'abri, vous n'êtes pas en sécurité. Et cet élément psychologique, il est d'autant plus important si l'on sait que sur les 5 millions d'Israéliens, la moitié ont la double nationalité. Et certaines informations parlent de désir de certains de repartir, de quitter Israël, d'aller se réfugier. Donc l'aspect psychologique, il est très important. Ça donne un petit peu du répit à la population gazaoui. Mais la question est de savoir maintenant, est-ce que les Israéliens, la société israélienne, peut-être cet indice que un petit peu cette attaque va ressouder la population autour du gouvernement, du cabinet de guerre, mais ce n'est pas aussi sûr, ce n'est pas aussi certain, dans la mesure où les Israéliens vont s'attendre quelle serait la réaction du gouvernement. Va-t-il riposter? Certains vont se dire, notamment la frange de l'extrême droite et la droite religieuse et ce qu'on appelle le sionisme judaïsé, vont vouloir presser le gouvernement Netanyahou et le ministre de la Sécurité intérieure, Ben Gvir, qui a parlé de la nécessité de riposter. Est-ce qu'il y aurait des pressions en interne dans le propre camp du Premier ministre Netanyahou pour demander des représailles, de dire quelque part il y va de la crédibilité, de l'image d'Israël comme étant un État invulnérable, un État puissant, et cette attaque, si vous voulez, se veut une intimidation. Donc je crois que là, la dimension psychologique, elle est très importante, qu'il faudrait la prendre en considération. Et peut-être l'un des éléments, les objectifs sous-jacents à travers cette attaque, c'est un petit peu de briser cette chaîne de liens entre la direction politique et la population israélienne. Parce qu'il faut le dire que jusqu'à présent, il y a un soutien de la part de la population israélienne pour l'agression sur Raja. Donc, même si le gouvernement de Netanyahou il est critiqué, certains parlent de la nécessité d'aller vers des élections anticipées, mais toujours est-il que le soutien il est intact. Cette attaque, justement, va-t-elle quelque part renforcer ce soutien ou bien entendu assécher, l'affaiblir un petit peu? Et dans le cas où le gouvernement le Premier ministre Benjamin Netanyahu serait tenté par une action, une riposte, là je crois que le coût, pas uniquement stratégique, pas uniquement économique, parce qu'il y aura une dispersion des forces, mais le coût politique serait fatal. Donc, gageons plutôt, espérons que cela va un petit peu disperser les efforts des Israéliens et donner un petit peu de répit pour les Gazaouis. Sofiane Baroudi, je vous vois hocher la tête, vous rejoignez les propos pour rejoindre déjà le professeur Cherif. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre vraiment en considération. Déjà, il y a un échec cuisant de l'offensive génocidaire sioniste contre la bande de Gaza. Je rappelle que les précédents jours, on connaît aussi le retrait de l'armée d'occupation de Khan Younes
après des mois et des mois de bombardements massifs avec aucun objectif politique ni militaire atteint, manifestement. Il y a aussi, depuis un moment, qu'il y a la préparation d'une attaque contre Rafah qui est refusée par la communauté internationale parce que ça serait, si vous voulez, la conséquence serait un massacre humanitaire jamais vu. Je rappelle qu'il y a plus d'1,4 million de civils palestiniens. Et que la communauté internationale appelle justement un cessez-le-feu. Que l'entité sioniste ne veut toujours pas exécuter. D'ailleurs, il y a aussi la Cour internationale de justice qui a appelé l'entité sioniste à cesser aussi l'intention génocidaire. Cette injonction n'a pas été respectée. Il y a aussi, si vous voulez, beaucoup d'hésitations et de conflits internes autour du fait que, si vous voulez, il y a une forme d'enlisement à Gaza depuis 7 mois. Et donc, beaucoup se posent la question, est-ce que l'armée d'occupation a les capacités de mener une guerre sur plusieurs fronts? Parce que c'est ce qu'entraînerait, si vous voulez, une confrontation avec l'Iran. Ça serait aussi un front ouvert avec la Syrie, avec le Liban, peut-être du côté de la Jordanie. Sur Rafah, il y a des tensions très très sérieuses avec l'Égypte. Il y a un problème interne, notamment entre, si vous voulez, le cabinet militaire qui est géré, on va dire, entre guillemets, par des éléments libéraux et entre le courant du sionisme religieux. Parce que le sionisme religieux pousse à la guerre généralisée mais refuse de se mobiliser parce qu'il y a la question de la mobilisation aussi qui divise beaucoup l'opinion. C'est-à-dire que si la guerre se généralise et qu'elle devient une guerre régionale, il faudra une mobilisation. Parce que là, manifestement, 300 000 soldats n'ont pas suffi à atteindre les objectifs sur la bande de Gaza. Le Liban, la Syrie, c'est des champs qui sont stratégiquement beaucoup plus ouverts et ça pourrait entraîner, si vous voulez, une escalade qui mettrait vraiment si vous voulez, l'armée d'occupation dans une situation très très compliquée. On a vu ce que représente par exemple une guerre d'attrition à l'ukrainienne. D'ailleurs, il faut voir que les Iraniens ont pris beaucoup de leçons de ce qui s'est passé en Ukraine pour justement organiser cette attaque complexe contre des cibles militaires. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, il y a beaucoup d'évolutions, il y a une défaite psychologique qui est manifeste depuis le 7 octobre et il y a aussi un isolement diplomatique sur l'échiquier international qui est aussi très très clair. Je rappelle aussi que l'Iran tient à montrer qu'elle respecte le droit international, non seulement cette fois, mais ça s'est aussi passé lors de la riposte après l'assassinat du général Qasem Soleimani, où il y a eu aussi une riposte sur une base américaine de Ain al-Assad à l'époque, mais où l'Iran avait pris toutes les dispositions pour respecter ce que prévoit le droit international dans ce type de confrontation. Manuel Pouchelet, Benyamin Netanyahou plus que jamais affaibli selon vous? Netanyahou n'a de limite que lui-même. Très honnêtement, il y a une opposition qui commence à se structurer parce que je pense que la limite au gouvernement Netanyahou, avec tout ce qui vient d'être dit avec vos invités, je pense que c'est déjà lui-même, mais aussi l'opinion publique. Pourquoi? Parce que pour l'instant, Tsahal a 600 morts dans ses rangs, sachant que malheureusement les Palestiniens en sont à plus de 33 000. Face aux ennemis, à leurs contradicteurs qui sont particulièrement tenaces, ils le savent, ils sont incapables de pouvoir résister dans le temps puisque c'est une armée essentiellement d'appelés, donc de conscrits, et il y a très peu d'unités professionnelles et ce sont des unités d'élite, mais même dans Gaza, les unités d'élite ont démontré certaines limites, si vous voulez. Donc de toute façon, Benjamin Netanyahou, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il puisse survivre à sa propre initiative. Comme diraient les Russes, il fait un peu Yvan le Fou. Quitte à détruire, j'ose pas dire son pays, mais il y a quand même des États, je pense aux États occidentaux, notamment leurs fidèles alliés qui sont les États-Unis, qui lui ont fixé des limites. Mais force est de constater que les limites que M. Biden lui a pourtant dit dans des éléments de langage, il n'en a que faire. C'est d'ailleurs un État qui n'a que faire aussi des conventions internationales. Moi, je l'ai vécu quand j'étais affecté au sein de la FINUL en 2006, où les avions israéliens violaient régulièrement les espaces libanais, que ce soit maritimes ou aériens. On l'a encore eu la démonstration, notamment avec le consulat à Damas. Maintenant, je pense que M. Netanyahou ne peut pas pour l'instant préparer l'après, parce qu'il y a une forme d'adhésion à sa politique, mais je ne suis pas sûr, très honnêtement, que cela s'inscrive dans le temps, parce que je vous rappelle une chose, l'opinion publique demande toujours le retour des otages, et pour l'instant, cette situation est bloquée. Maître Eli Hatem nous a rejoint à nouveau. Maître Eli Hatem, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? La voix On vous entend. On vous entend, tout va bien. Maître Eli Hatem, je me tourne vers vous. Alors, Benyamin Netanyahou, nous le disions, ne fait pas l'unanimité au sein donc de la population israélienne. Est-ce que vous pensez que cette opération va permettre de ressouder les Israéliens autour de son gouvernement?
Écoutez, je pense que c'est pas si facile que ça, parce que il faut rappeler que cette société de l'entité sioniste est une société tout à fait artificielle. Elle est composée donc d'une sorte de pyramide racialiste à la tête de laquelle il y a les Ashkénazes, et puis en deuxième, il y a les Mizrahi et la troisième catégorie qui sont les Séfarades, et puis la quatrième catégorie avant les Goy qui sont les Falachas. Et il y a toujours des heurts et des conflits entre l'ensemble. Et vous avez donc, en plus de cela, donc il y a des divisions entre les différentes communautés, des différents rites, et puis, comme il était bien souligné, aujourd'hui il y a deux de sionisme. Le sionisme classique, mais vous avez le sionisme religieux. Et puis, il y a une interaction entre les deux, et comme il a été très bien souligné, il y a les Haritim et les ceux qui n'ont pas participé à la... Et donc, tous ces conflits sont en train de bouillonner, et nous le voyons d'ailleurs avec ces manifestations qui se sont gâtées peut-être pendant 24 heures. Et l'autre, c'est dire une chose aussi, c'est que... Eli Hatem, votre connexion est vraiment très mauvaise. On doit passer à notre invité, Gamal Abina. Je reviens vers vous. Même question. Est-ce que Benjamin Netanyahou donc, ne fait pas l'unanimité? Est-ce que cette opération va permettre de ressouder les Israéliens autour de son gouvernement? La guerre pour ressouder une population avec son gouvernement, le problème, c'est qu'on n'aime pas les perdants. Napoléon a perdu, il a été écarté du pouvoir. La question qui se pose en Palestine, c'est qu'aujourd'hui, on a envoyé un soldat pour 8 Palestiniens à Gaza. C'est un échec total. Je vais vous dire un peu la proportion. Pour 8, c'est énorme, avec des Palestiniens très peu armés. Et ils ont échoué. Et Gaza, je vais faire un peu d'histoire, mais Gaza, c'est le Vietnam, évidemment, des sionistes. Et j'ai envie de dire simplement, pour ne pas faire du poids Goldwyn, c'est qu'aujourd'hui, Netanyahou a démontré qu'il n'était pas du tout un stratège militaire, qu'il est très conspuit d'ailleurs parmi ses militaires qui ont du mal avec lui. Il a montré qu'il était capable d'ouvrir un front supplémentaire inutile, comme les nazis l'ont fait d'ailleurs avec les Russes, en pensant qu'ils s'en sortiraient, et en imaginant qu'il y aurait le parapluie américain. Ça n'a pas fonctionné parce que les Américains ont des intérêts dans la région qui dépassent de loin la seule protection de l'entité sioniste. L'entité sioniste, ça a été dit par un politologue libanais, il m'avait dit ça une fois, ça n'est pas un peuple avec une armée, c'est une armée avec un peuple. Voilà ce que c'est. C'est-à-dire que tous les Israéliens sont des militaires, dès qu'ils ont 18 ans, et ils font 2 ans de service militaire. Tous ont l'habitude de tuer de l'arabe et du palestinien. Tous ont été formés dans la haine de l'autre, la haine de l'altérité. Il y a déjà au sein de la société effectivement une gradation, parce qu'il y a d'abord les Ashkénazes qui sont clairement les Européens, et puis tout le reste qui suit en dessous, entre les Juifs arabes, les Juifs africains. Donc tout cela donne le sentiment que cette société ne tient que parce qu'elle a un ennemi à l'extérieur, et Netanyahou pense qu'il va tenir parce qu'il a cet ennemi à l'extérieur qui lui garantit une pérennité. Le problème, c'est qu'il est déjà conspué à l'extérieur de ses frontières, les sionistes de l'extérieur ne l'aiment pas. Ils ont manifesté pendant 1 an parce qu'ils voulaient confisquer tous les pouvoirs, et que cette guerre qu'il mène très mal est un échec. Il n'a pas réussi à venir à bout de la résistance palestinienne, des résistances palestiniennes, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Toutes les résistances, toutes les factions sont en action actuellement. Il n'a jamais réussi à parvenir à bout des résistances libanaises, particulièrement le Hezbollah. Il y a le Hezbollah irakien qui a émergé et qui attaque, il y a le Houthi qui attaque. Il y a un risque de conflagration qu'il ne peut pas maîtriser, mais lui, dans son schéma de pensée, il s'est imaginé qu'en frappant l'Iran, en ouvrant un nouveau front, les Américains seraient avec lui. Et bien, ils ont fait une réponse claire. Les Américains ont dit nous ne prenons pas part au conflit, et ils ont même rassuré les Iraniens en disant nous n'avons rien à voir avec l'attaque. Donc j'ai envie de dire simplement, c'est qu'il va tenter son va-tout, mais les Occidentaux ont une très mauvaise opinion du personnage. À l'époque, que ce soit Sarkozy, Obama, on les a surpris en train de discuter pendant une émission où ils disaient que Netanyahou était un fou. C'était un type qui n'était pas fiable. Et c'est le sentiment qu'il est en train de donner à sa propre population. Donc l'entité sioniste et effectivement l'excroissance occidentale dans la région, c'est vrai, mais le pétrole a plus d'importance que l'entité sioniste aux yeux des Américains, et surtout l'entité sioniste est clairement, et on se rend bien compte, protégée par la France, Angleterre et les États-Unis, comme une forme de nouvelle croisade au Moyen-Orient qui semble arriver à son terme. Donc s'il n'y a pas de négociation directe, c'est pas avec Netanyahou qu'on peut le tenir, parce que lui, il est dans la négation de l'existence de la Palestine. S'il n'y a pas de négociation directe avec l'entité sioniste, sa vocation sera soit de composer par la force avec la Palestine, soit de disparaître. Et aujourd'hui, effectivement, la question de sa sécurité est largement engagée. Et l'homme qui a vendu de la sécurité à tout va sa population, elle s'est largement discréditée. La nuit dernière a démontré que le fait de posséder, par exemple, le Golan, le haut plateau du Golan, ne sert à rien. C'est pas parce qu'on est à la hauteur qu'on protège le territoire. Très bien, merci Gamal Abina. Vous restez avec nous, on revient tout de suite.
20 سنة وهي معايا. معايا الصباح وحشية. معاها مكونيكتي بزاف وديما. رقمك عزيز وتحب تحافظ عليه. اقلبها 20 بلا ما تضيع رقمك. الهضره والاس ام اس غير محدوده نحو كل الشبكات. 80 جيجا انترنت صالحه ل 30 يوم ب 2000 دينار. باش تولي 20 شكل ايتوال 600 دياز ولا اتقرب من اي وكاله تجاريه موبيليس. مع 20 اهدر وكونكتي. موبيليس، معا نصنع المستقبل. عشرين سنة وهي معايا. معايا الصباح وحشية. معاها مكونيكتي بزاف وديما. رقمك عزيز وتحب تحافظ عليه. اقلبها 20 بلا ما تضيع رقمك. الهضره والاس ام اس غير محدوده نحو كل الشبكات. 80 جيجا انترنت صالحه ل 30 يوم ب 2000 دينار. باش تولي 20 شكل ايتوال 600 دياز ولا اتقرب من اي وكاله تجاريه موبيليس. مع 20 اهدر وكونكتي. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Notre couverture spéciale se poursuit. Chérif Driss, je me tourne vers vous à présent. Frapper une représentation diplomatique, c'est en fait finalement balayer d'un revers de la main toutes les lois internationales. Cette entité sioniste en fait ne vaut aucun respect aux lois internationales, ni à l'ONU, ni à toute la scène internationale finalement. Il ne respecte aucune loi. Ils l'ont démontré à plusieurs reprises. C'est-à-dire pour eux, frapper une représentation diplomatique n'est rien par rapport au fait qu'ils ont balayé de revers de main les résolutions des Nations Unies, la dernière résolution du Conseil de sécurité, l'arrêt de la Cour internationale de justice qui a une force obligatoire. Donc ce n'est pas la première fois. Nous avons affaire à une entité qui est très réfractaire à toute idée de droit international. Donc comme cela a été dit par certains de nos invités, c'est qu'une représentation diplomatique, c'est de la souveraineté d'un État. C'est qu'au sens où l'entend la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1963, on est dans le territoire d'un État. Donc ils ont frappé un État. Ils démontrent par là que, quelque part, ils ont ce sentiment d'impunité. Donc rien ne peut les retenir. Tant qu'ils sont soutenus par les Américains, par certains Européens et en catimini par certains pays arabes, donc ils peuvent tout se permettre. Donc le fait de frapper, comme je l'ai dit, une ambassade, plutôt un consulat d'un autre pays, n'est rien par rapport à ce qui se passe à Raja. C'est-à-dire qu'on est à Raja en face d'un génocide. On est en plus de 34 000 morts. Et c'est une fourchette basse, parce que la fourchette haute parle de plus de 70 000, quelque part. On est en face d'un gouvernement qui ne reconnaît pas, qui fait peu de cas des résolutions des Nations Unies, des appels de certaines organisations régionales, de certaines agences des Nations Unies, de certaines organisations non gouvernementales, qui tirent la sonnette d'alarme sur le désastre humanitaire de ce qui se passe dans ce pays. Donc, cela a été démontré, même l'ambassadeur israélien aux Nations Unies, à un moment donné, il a déchiré je crois que la charte des Nations Unies, il a déchiré devant tout le monde, dans un acte de défiance. Donc, on est en face d'une entité qui vit sur ce qu'on pourrait appeler ce capital de victimisation qui a été entretenu depuis plus de 75 ans. Donc, cet État est bâti sur la souffrance d'un peuple qui a été massacré. Il véhicule l'idée de la Shoah, ce récit d'un peuple victime, une victimisation un sentiment de victimisation qui date des millénaires. Donc, quelque part, ils croient que l'humanité leur doit quelque chose. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent se sentir ou se croire tout permis de faire subir la même chose aux Palestiniens, Monsieur Chérif Driss. Bien sûr, c'est-à-dire que du point de vue du droit international, le fait que certains pays occidentaux arrivent à afficher clairement leur mécontentement, leur désagrément par rapport à ce qui se passe, par rapport aux agissements de l'entité sioniste, c'est dire qu'il y a des lignes rouges qui ont été dépassées. À un moment donné, c'est que tout ce qu'on voit depuis quelques mois, la levée de boucliers de la part de l'opinion publique internationale, les manifestations anti-guerre,
alors que l'entité sioniste n'est pas capable de lever, si vous voulez, des manifestations, à part quelques manifestations épisodiques en France et certains pays, mais il y a une levée de bouclier de la part de l'opinion publique internationale, il y a un espace public mondial, si vous voulez, qui est pro-palestinien, qui est en train d'émerger, qui est en train de tirer la sonnette d'alarme, à telle enseigne que c'est certains pays alliés et même certains pays en dehors du monde arabe qui sont en train de porter à bras le corps et d'être le porte-voix des souffrances des Palestiniens. Je cite le cas de l'Afrique du Sud, le cas du Chili, le cas du Nicaragua, qui sont en train, la dernière motion posée par le Nicaragua contre l'Allemagne à la Cour internationale de justice, elle est révélatrice. Parce qu'on le rappelle, elle fournit des armes à l'entité sioniste. Tout à fait. C'est-à-dire de complicité. Voilà, elle est révélatrice un petit peu qu'à un moment, c'est-à-dire qu'on est arrivé à ces pays-là sont arrivés à la conclusion que il n'y a plus de plafond. Pour cette entité, il n'y a plus de plafond, que les lignes rouges ont été dépassées, le Rubicon a été dépassé. Donc, on est en face d'une entité qui ne respecte pas le droit international. Donc, il y va un petit peu de la crédibilité de certains pays, même si certains pays ne croient pas au droit international, on est ce qu'on appelle dans la politique du double standard. Mais de là que certains alliés disent, finalement, ce pays est devenu un boulet, il risque de nous entraîner avec eux. Donc, est-ce que cela va déboucher sur quelque chose vers une résolution plus ferme de la part du Conseil de sécurité pour courber les chines à cette entité? On attend voir. C'est-à-dire que les jours à venir nous le diront. Les jours à venir nous le diront. Très bien. Eli Hatem, j'espère que votre connexion ne nous fera plus de caprices. L'entité sioniste multirécidiviste commet tous les crimes possibles en toute impunité, maître Eli Hatem. Oui, tout à fait. Si vous le permettez, est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord? Oui. Ah, excellent. Je me permets de rectifier un point qui a été dit par votre invité quand il a dit que le peuple juif a subi un drame lors de la Seconde Guerre mondiale en faisant référence à la Shoah ou à ce qu'ils appellent l'Holocauste. Tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a eu donc, des massacres ou un génocide à l'encontre de l'autorité. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de peuple. Il y a des communautés juives. Il y a une disparité entre ces différentes communautés et le sionisme est très minoritaire, un très minoritaire jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été exploité par les juifs pour essayer de faire croire qu'il y a un peuple juif. Le judaïsme est une religion. Deuxième élément. Votre connexion, votre mauvaise connexion nous a privé de vos importantes analyses, maître Eli Hatem. Nous sommes désolés. On va devoir je vais devoir me tourner vers Cherif Idriss, bien évidemment. Allez-y, répondez. Ce qu'il dit, c'est que je parle en fait que dans l'imaginaire collectif israélien juif. D'accord. C'est-à-dire dans la conscience collective des Israéliens et des Juifs, c'est de dire que nous sommes un peuple opprimé. Oui. Nous avons fait l'objet d'oppression, de toutes sortes d'atrocités depuis des centaines d'années, des millénaires. Donc la dernière, pour la plus récente, reste la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'ils appellent eux la Shoah. Donc cette idée de victimisation, ce sentiment d'être victime qui constitue l'un des référents de l'identité à la fois sociale, culturelle et politique. Donc ce capital, plutôt cette victimisation, a construit un capital de sympathie de la part des Occidentaux. Oui. Or, ce capital de sympathie, il est en train de s'assécher. Il a commencé à se tarir avec les accords d'Oslo. Et puis, progressivement, à travers les agressions répétées de l'entité israélienne, aussi bien au Sud-Liban, aussi bien sur la bande de Gaza, ce qui se passe dans la Cisjordanie et tout, ce capital est en train de se tarir. Ce récit de victime, il est en train de s'effriter quelque part. Et l'opinion publique occidentale est en train de regarder autrement la question palestinienne et la question juive de manière générale et la question palestinienne. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il s'agit en fin de compte d'un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc il s'agit en fin de compte d'arriver à cette image finale qu'on a un agresseur et on a un peuple qui est agressé. Très bien, Sofiane Baroudi, ce capital sympathie ne justifie pas tout finalement. L'entité sioniste est donc multi
récidiviste. Elle commet tous les crimes possibles sans être punie finalement par la loi. Déjà, elle viole de manière récurrente les résolutions des Nations Unies, dont la première résolution, celle de 1947, qui prévoyait 2 États, une partition. L'État arabe n'a jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il y a, à mon avis, si vous voulez, une forme de dysfonctionnement originel, si vous voulez, dans l'analyse statologique sur la nature de l'entité sioniste elle-même. C'est-à-dire que là, on vit une situation de glissement vers une théocratie qui s'assume. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a un conflit idéologique très très prégnant. On le voyait avant la situation de conflit de haute intensité qu'on connaît maintenant, notamment par le grand mouvement de contestation de la réforme juridique qui était mené par le groupe qui est actuellement le plus actif, c'est-à-dire le groupe d'intégristes juifs qui tient le gouvernement, qui lui veut poursuivre la politique de colonisation et veut tout simplement, par suprémacisme, par idéologie raciste, carrément éliminer la présence arabe, musulmane et chrétienne. Et ça, on le voit depuis notamment 2016, depuis la fameuse loi sur la judéisation, ce qui a fait mériter à l'entité sioniste, si vous voulez, le caractère de régime d'apartheid ouvertement, ce qui est dit par toutes les ONG internationales depuis déjà 7-8 ans. C'est complètement entériné. Et cette polarisation, cette confrontation, c'est ce qui explique aussi le refus, par exemple, des trêves humanitaires. C'est-à-dire que l'échec subi dans l'offensive, le fait qu'il n'y ait pas eu de résultat de politique ni militaire qui soit atteint, risque de se faire ressentir, si vous voulez, en contre-coup politique qui serait très gravissime parce qu'il y a vraiment une situation de polarisation et de confrontation. Je rappelle que par exemple les colons sont pour la plupart des colons d'extrême droite très très intégristes et qui sont organisés actuellement en milices armées qui massacrent des Palestiniens en Cisjordanie occupée, ce qui est dénoncé y compris par les alliés les plus proches. Le Parti démocrate américain notamment, il y a eu même une crise très profonde entre l'administration Biden et le gouvernement Netanyahou, et aussi par une forme d'opposition. Même Yair Lapid, l'ancien Premier ministre, alors on dira que c'est de l'opportunisme politique peut-être, mais lui aussi a déclaré que l'expansion de la colonisation était un danger et que ça devait cesser. Et ça vient aussi en écho à la polémique la plus importante qui est celle que, parce que l'ancienne division Ashkénaze, séfarade, etc., à mon avis, elle n'existe plus. Il y a vraiment un glissement vers une théocratie qui est ouverte et qui aspire à concrétiser un projet, si vous voulez, qui est un projet eschatologique, celui du Grand Israël. D'ailleurs, ils ont cité à plusieurs reprises des textes bibliques pour justifier, y compris par exemple une offensive où il y a eu un conflit entre les militaires et les politiques sur Rafah, où le plan n'a pas vraiment été explicité parce que les risques sont trop gros, notamment le risque de confrontation directe avec l'Égypte. Mais justement, l'aile intégriste, elle, vise à conquérir, y compris le Sinaï égyptien, voire l'Euphrate aussi irakien et syrien. Et à mon avis, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce qu'en contrepartie, on a le même débat aux États-Unis. Et il faut rappeler que les néoconservateurs, les républicains sont très fanatiquement en soutien à l'extrême droite sioniste. Et cet élément est très important à prendre en ligne de compte parce que, à mon avis, c'est ce qui va entraîner, c'est ce qui entraîne déjà des velléités d'escalade dans la région, voire bien au-delà. Très bien, merci Sofiane Baroudi. Alors messieurs, cette riposte de l'Iran intervient donc, on le disait, après plusieurs mois de génocide sur Gaza, un génocide qui a fait plus de 34 000 morts, lâchement donc assassiné. L'entité sioniste poursuit ses crimes de guerre malgré les nombreux appels à un cessez-le-feu et un isolement diplomatique de plus en plus important et surtout sans avoir atteint aucun objectif affiché. Et le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a d'ailleurs reçu le premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Palestine, Mohamed Mustafa. Le chef de la diplomatie algérienne déclare que les multiples provocations de l'entité sioniste dans la région sont une façon de détourner l'attention sur le génocide perpétré par l'armée de l'occupation à Gaza. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. وحتى التصعيدات والاستفزازات التي يذكيها حاليا الاحتلال. Même les escalades et les provocations actuellement alimentées par l'occupation des colonies israéliennes dans toutes les directions et à plusieurs niveaux visent toutes à détourner l'attention de la question palestinienne, à effacer les faits qui y sont liés et à l'exclure complètement de la liste des priorités du groupe international. وإقصائها كليا من على سلم أولويات المجموعة الدولية.
Alors il s'agit d'une agression de nature criminelle qui n'est plus à présenter pour la communauté internationale. L'entité sioniste tente d'enterrer la question palestinienne selon le chef de la diplomatie algérienne. Regardez. في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي الجائر À la lumière de l'agression israélienne injuste et brutale qui continue de viser notre peuple dans les territoires palestiniens occupés, en particulier dans la bande de Gaza. Il s'agit d'une agression dont la nature criminelle et les objectifs apparents et cachés ne sont plus à l'ombre de la communauté internationale. Ils convergent tous vers un seul objectif, celui d'enterrer la cause palestinienne et saper le projet national inhérent qui lui est associé. في هدف واحد ألا وهو تصفية القضية الفلسطينية. Et puisqu'on parle de Palestine, direction Al-Quds, où l'on retrouve Amjad Chihab. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Alors Amjad Chihab, quelles ont été les réactions en Palestine après cette riposte de l'Iran sur l'entité sioniste? Oui, on a vécu toute la soirée, on regardait dans le ciel les missiles envoyés par l'Iran. Et c'était la première fois qu'on voit un affrontement direct entre l'Iran et la force d'occupation. Et on a entendu de cette attaque, mais on voit de cette attaque, c'est une franchise de ligne rouge. On a vu ça dans les années, au début des années 90, pendant la guerre contre l'Irak, quand ça fonctionne contre la population. C'était bon. Message Israël ne peut pas attaquer tout le monde sans que les États bon. Amjad Chihab, on a du mal à vous entendre. Votre connexion semble mauvaise. Je me tourne vers vous, Gamal Abina. On vient d'écouter donc les propos du chef de la diplomatie algérienne. Il évoque donc les multiples provocations de l'entité sioniste dans la région comme étant une façon de détourner l'attention donc sur le génocide qui se déroule à Gaza. Est-ce que vous rejoignez ces propos? Netanyahou cherche à faire diversion. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a effectivement cet aspect est à relever. Si vous avez des problèmes de connexion au Moyen-Orient, c'est parce que les sionistes ont brouillé pas mal de moyens de communication et qu'il y a une vraie panique à bord. Donc ça explique pourquoi est-ce que vous avez eu du mal à voir la Palestine ou le Liban. Mais simplement, oui, je pense que la méthode grossière, c'est effectivement de détourner l'attention pour faire un conflit plus grand. Donc c'est une sorte d'écran de fumée de telle sorte qu'on puisse massacrer en douce à Gaza. Le problème, c'est que ça fait 6 mois qu'ils massacrent, 6 mois qu'ils ne tiennent pas de résultats, 6 mois que les objectifs de guerre ne sont pas atteints, évidemment, puisque les vaillants résistants palestiniens continuent à faire front à cette armée barbare. Et puis 6 mois, effectivement, que la population sioniste se pose des questions sur la qualité de son armée, qui est incapable de venir à bout d'une résistance de type asymétrique, donc d'une résistance guérilla, et qui aujourd'hui doit affronter une vraie armée structurée, solide, fière. Il ne faut pas oublier que les Iraniens, c'est quand même 6000 ans d'histoire, c'est les Perses, c'est pas rien. Et donc l'Iran, qui est un immense empire historique, aujourd'hui est devenu un empire régional, on le sait, qui a une influence conséquente sur les groupes de résistance, qu'on appelle l'axe de la résistance. Et c'est vrai que le fait de détourner l'attention, c'est serait à la fois une pierre de coups, de pousser l'Amérique à rentrer en conflit, d'attaquer l'Iran. Ça fait quand même 35 ans que les sionistes supplient les Américains, alors qu'ils ne contrôlent rien. Ils supplient les Américains de rentrer en guerre contre l'Iran au motif que, soi-disant, dans 6 mois, ils auraient la bombe atomique. Ça fait 35 ans. C'est pas d'hier. 35 ans qu'ils annoncent que l'Iran aura la bombe atomique parce que depuis la fin de la guerre Iran-Irak, les sionistes sont vraiment très, très embêtés. Ils auraient aimé que cette guerre soit éternelle. Et ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, effectivement, le fait de taper ailleurs, eh bien, ça permet de pouvoir régler ces petits comptes. Je prends un exemple très concret qui va dans le sens qui a été dit par le ministre des Affaires étrangères. Quand on tape sur Gaza, pendant ce temps-là, les barbares colons assassinent en Cisjordanie. Tout le monde se rend compte qu'il y a un grand massacre à Gaza. Alors les chiffres qui sont donnés du Hamas sont largement sous-évalués, parce qu'il y a au moins 15 000 morts sous les décombres. On est à peu près à 100 000 blessés et morts du côté palestinien. Donc c'est vrai que le niveau de barbarie est important, mais aussi les chiffres donnés par les sionistes sont faux aussi. 600 morts est un chiffre ridicule. En vérité, on estime qu'il y a entre 2 ou 3 000 morts. Ils sont obligés de recruter maintenant parmi les radicaux religieux qui refusent de faire l'armée.
C'est vous dire que les difficultés à recruter, parce qu'il était 300 000 sur le terrain, démontrent qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus du tout sur le terrain et qui sont incapables d'y retourner. Donc ça pour dire que, oui, effectivement, quand on a tapé sur Gaza, on a oublié la Cisjordanie, il y a eu plus de 300 ou 400 morts, on n'a pas les chiffres. Et si on tape sur l'Iran, on oubliera Gaza. C'est le principe qui est mis en avant. Mais il se trouve qu'effectivement, quoi qu'il arrive, ce pari qui se voulait audacieux est un échec là aussi. On vient d'apprendre ce soir que les sionistes veulent répliquer à l'Iran pour des questions soi-disant d'honneur, parce qu'ils n'ont pas d'honneur, mais bon, il faut croire ça. Mais dans les faits, ils ne pourront pas répliquer, ou si c'est une réplique, elle sera très limitée et elle risque d'avoir un effet d'entraînement qui leur sera très défavorable. Manuel Pouchelet, ne pensez-vous pas que Benyamin Netanyahou aurait tout intérêt à élargir le spectre du conflit au Proche et au Moyen-Orient ? De toute façon, si il est dans cette logique, on va dire, belligérante, il risquerait de se faire prendre à son propre piège, Benjamin Netanyahou. Je pense qu'il a pas compris une chose, c'est que le Moyen-Orient d'aujourd'hui n'est pas celui de 1948. Donc forcément, il n'a pas compris que les codes ont changé. On a des puissances régionales qui maintenant se rapprochent, qui dialoguent entre elles et dont l'objectif avoué est de faire quitter l'inertie occidentale initiée par les Européens et les Américains surtout. Donc quelque part, je pense que M. Netanyahou n'a rien compris, on va dire, aux futurs enjeux, y compris pour son pays. Le seul qui avait compris les enjeux, c'était Yitzhak Rabin avant son assassinat, qui avait déclaré « Nous partageons cette terre et nous sommes condamnés à nous entendre ». Bon, il a été assassiné par un extrémiste juif, si vous voulez. Donc maintenant, je pense que M. Netanyahou ne se rend pas bien compte du journal de marche des opérations dans lequel il va engager son pays, avec des conséquences militaires, certes, mais aussi économiques. Je pense que de par sa faute, le Moyen-Orient, mais surtout l'Occident ou ses alliés, vont subir également sur leur propre sol. D'ailleurs, on l'a vu en France avec des agressions, on va dire, antisémites, qui sont une réponse. Figurez-vous que dans les armées, y compris sur la sécurité nationale du territoire français, on sait les échos du conflit au Moyen-Orient sur notre sécurité. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement a pris en compte. Monsieur Netanyahou, si vous voulez, il me fait penser à Monsieur Clémenceau en 1917. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais la guerre. Bref, il avait repris cette anaphore pour dire que tout, pour budget également de l'État, je fais la guerre. Je pense que malheureusement, M. Netanyahou a fait une grave erreur aussi, alors que le ministre, iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Oman. Oman a toujours été un canal fiable et sûr pour la résolution de crise au Moyen-Orient. Et je trouve dommage que M. Netanyahou ne se soit pas déplacé. Je vous ferai remarquer une chose, depuis 1948, y compris avec les résolutions de l'ONU, Israël a toujours le même discours. Nous n'acceptons pas ces résolutions puisque notre sécurité en dépend. Ce qui les amène, comme l'ont dit tous vos invités, à faire des exactions au nom de leur sécurité. Je pense que tôt ou tard cela va cesser. Le nouveau Moyen-Orient qui est en train de se chercher un avenir est en train d'en dessiner les contours et je pense qu'il se fera sans M. Netanyahou. Sofiane Baroudi, vous rejoignez les propos de Manuel Pouchelet. Le nouveau Moyen-Orient se fera sans Benyamin Netanyahou. Tout comme le nouveau monde qui est en train d'émerger malgré tout ce qui a été déployé d'efforts, notamment par le camp hégémonique jusque-là pour maintenir les équilibres traditionnels. Mais c'est en train de se faire d'une manière, on va dire, c'est un peu un déterminisme historique pour reprendre un vieux concept. Après, j'aimerais aussi rebondir sur les déclarations du chef de la diplomatie algérienne. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie pour la liquidation de la cause palestinienne depuis des décennies et qui a connu, si vous voulez, aussi un pic après justement l'assassinat d'Yitzhak Rabin, parce que l'un des objectifs, notamment de l'extrême droite, mais pas seulement, aussi de beaucoup de courants sionistes, c'est d'empêcher la naissance d'un État palestinien indépendant et avec une souveraineté pleine qui soit membre de l'Organisation des Nations Unies et souverain sur les terres qui lui sont reconnues par le droit international. Ça a été une stratégie qui a été menée à travers différentes manœuvres qu'on ne peut pas toutes citer ici. Mais force est de constater que le résultat escompté n'a pas vraiment été atteint, vu qu'il y a de plus en plus d'États actuellement, après l'attaque barbare et génocidaire contre Gaza, qui demandent explicitement à ce qu'un État palestinien soit reconnu. On peut citer beaucoup d'États musulmans, d'États arabes, mais aussi d'États sud-américains et d'États européens. Ça, c'est une nouveauté, même si l'Union européenne reconnaît la solution à deux États depuis un moment. On voit de plus en plus de pays actuellement revendiquer ouvertement, avec l'Algérie à leur tête, bien évidemment, la nécessité de doter la Palestine du statut d'État membre des Nations Unies. Vous me
tendez la perche justement, Sofiane Baroudi. Il est primordial aujourd'hui, selon le chef de la diplomatie algérienne, qui le disait donc, Ahmed Attaf, de s'attaquer donc au noyau du conflit. Le président Abdelmadjid Tebboune a d'ailleurs donné des instructions pour que l'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent se consacre exclusivement au soutien de la cause palestinienne. Regardez. Le monde aujourd'hui est pleinement conscient de la nécessité, voire de l'inévitabilité d'attaquer le noyau du conflit en accélérant la création d'un État palestinien souverain et indépendant basé sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Dans cette perspective, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions de consacrer l'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU au soutien de la cause palestinienne. Chérif Driss, voilà, alors je voudrais un petit peu votre avis sur ce que vient de déclarer le chef de la diplomatie algérienne, l'Algérie qui fait donc du soutien à la cause palestinienne son chemin de bataille, son cheval de bataille au niveau du Conseil de sécurité. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est une question qui est primordiale, qui est très importante. D'ailleurs, cette démarche elle est soutenue par pas mal de pays, aussi bien certains pays arabes, certains pays occidentaux. Nous citons en Europe, par exemple, l'Autriche, l'Espagne, et qui soutiennent. Ça serait une victoire pour les Palestiniens, une défaite pour Netanyahou. Parce que le Premier ministre Netanyahou s'est toujours targué d'être celui qui a liquidé les accords d'Oslo. Oui. Et ça sera lui qui va un petit peu enterrer le projet d'un État palestinien. Donc, ça serait une victoire, un début, ça ne serait pas une grande victoire dans la mesure où la configuration actuelle, considérant actuellement qu'il y a un dépêchage de tout un territoire, aussi bien la Cisjordanie que la bande de Gaza, donc même si les Israéliens maintiennent que ça ne serait pas un État, ça serait un petit peu une entité, un équivalent fonctionnel, mais pour les Palestiniens, ça serait une très grande victoire, ne serait-ce que sur le plan de la symbolique. C'est-à-dire que faire échec notamment à la politique de l'État d'Israël, notamment le gouvernement actuel. Mais j'aimerais sur ce point, vous permettez de revenir sur une question qui est très importante. Parce que parfois, on a tendance à dire que c'est la politique d'un homme qui est le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Et il est vrai que, quelque part, pour des considérations politiques, pour des considérations électoralistes, mais aussi pour des considérations personnelles, parce qu'il faut voir que d'un point de vue psychologique, le personnage se considère comme le troisième élément du triangle. Après Herzl, le fondateur du sionisme, Ben Gourion, le fondateur d'État d'Israël, vient lui. Donc lui, d'un point de vue de l'ego, d'un point de vue de la psychologie politique, lui, il se situe un petit peu dans cette partie, un petit peu dans la hiérarchie. Donc, il est vrai qu'il y a cet aspect qui est très important, il y a un petit peu un aspect messianiste dans la politique de Netanyahou, mais il n'y a pas uniquement l'aspect personnel, parce que parfois on a tendance à dire que si Netanyahou agit parce qu'il veut sauver sa peau. Il y a de ça, mais pas que. Car il est vrai que beaucoup plaident pour la création d'un État palestinien et que l'Algérie, c'est tout en son honneur, c'est-à-dire de travailler dans ce sens et aller appuyer par certains pays. Mais toujours est-il qu'à souhaiter que le départ de Netanyahou et son remplacement par quelqu'un d'autre, rien ne nous garantit que son remplaçant serait moins dogmatique, moins radical et moins maximaliste que le Premier ministre Netanyahou. Oui, on n'a aucune garantie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir quelqu'un un petit peu de moins dogmatique, un peu plus pragmatique et réaliste, mais ça ne sera pas quelqu'un qui aura une marge de manœuvre assez large comme quelqu'un de la gauche, comme cela a été le cas avec Rabin. Même Rabin ne croyait pas au fond de lui à la création d'un État palestinien. Mais est-ce qu'il serait moins dogmatique, moins messianique que Netanyahou? Là, je crois que le doute il est permis. Parce qu'il faut connaître la configuration politique au sein de l'entité israélienne. C'est que c'est toujours des gouvernements de coalition. Il n'y a pas un parti hégémonique. Il y a des partis, il y a des coalitions. Et ce que certains disent, Jérusalem, elle est aussi puissante, elle est plus puissante que Tel Aviv, la laïque. Donc les partis laïques, ce que j'appelle l'ancienne gauche laïque ou la droite laïque, ils sont en train de perdre du terrain face au sionisme judéaisé, face à ce qu'on appelle aux orthodoxes très ratigours, pas les autres. Donc rien ne nous garantit qu'une nouvelle configuration politique sans Netanyahou
accoucherait d'une politique moins agressive, moins génocidaire. Très bien, merci Chérif Deli. Soufiane Baroudi, je reviens vers vous dans quelques instants, le temps d'une petite pause. عشرين سنة وهي معايا معايا الصباح وحشية معاها مكونيكتي بزاف وديما رقمك عزيز وتحب تحافظ عليه. اقلبها 20 بلا ما تضيع رقمك. الهضره والاس ام اس غير محدوده نحو كل الشبكات. 80 جيجا انترنت صالحه ل 30 يوم ب 2000 دينار. باش تولي 20 شكل ايتوال 600 دياز ولا اتقرب من اي وكاله تجاريه موبيليس. مع 20 اهدر وكونكتي. موبيليس، معا نصنع المستقبل. انتوما اللي عندكم افكار، انتوما اللي عندكم مشاريع، انتوما اللي تخدموا على روحكم ومن قلبكم. وش كاين؟ كاين جديد اللي يخليكم تنشطوا في اطار قانوني يحميكم ويضمن لكم حقوقكم. مليحة هادي، خليه يكمل. سامحني قطعتك. لا معليش، اليوم جيناكم بالقانون جديد للمقاول الذاتي. مقاول ذاتي وش فيها هذه؟ فيها امتيازات كبيرة تخليك تحافظي على الاستقلالية ديالك وتولي عندك بطاقة المقاول الذاتي. اللي كيما انا يخدموا في الدار داخلين فيها. فيها. مارسي نشاطك وين تحبي وبلا ما تكري. وكيفاش نفاكتيريو؟ فيها محاسبة بسيطة وضريبة خفيفة غير 0.5%. 0.5%؟ ولو كان كاش ما يصرى لاسيرونس فيها؟ بيان سور فيها. ورايحة تكون عندك تغطية اجتماعية، بطاقة الشفاء ولا روتريت فيها؟ نحيتها لي من فمي، فيها لا روتريت. هذه مليحة مي لا بابخاس فيها تاني. لا هذه ما فيهاش. كلش يندار في الانترنت، ما تتنقلي ما تكسري راسك، كلش من الدار حتى الخدمة. ادخل اليوم على موقع الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي www.anae.dz. خير نشاطك المناسب وسجل في 5 دقائق واحصل على بطاقتك. استفيدوا من مزايا قانون المقاول الذاتي وابنوا حياتكم على الصح. 20 سنة وهي معايا الصباح وحشية معاها مكونيكتي بزاف وديما رقمك عزيز وتحب تحافظ عليه. اقلبها 20 بلا ما تضيع رقمك. الهضره والاس ام اس غير محدوده نحو كل الشبكات. 80 جيجا انترنت صالحه ل 30 يوم ب 2000 دينار. باش تولي 20 شكل ايتوال 600 دياز ولا اتقرب من اي وكاله تجاريه موبيليس. مع 20 اهدر وكونكتي. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Notre édition spéciale autour de la riposte iranienne se poursuit. On va parler à présent des États-Unis, éternel allié de l'entité sioniste et de Netanyahou. Et Joe Biden a une fois de plus réaffirmé son soutien à Israël tout en rappelant qu'il ne participerait à aucune offensive militaire contre l'Iran. L'administration américaine, qui on le rappelle, a une relation tendue en ce moment avec Netanyahou. Gamal Abina, comment est-ce qu'on peut définir ce soir le rôle des États-Unis dans ce qui se passe à Gaza et les tensions entre l'Iran et l'entité sioniste? Les États-Unis, c'est le protecteur, comme vous l'avez dit, de l'entité sioniste. Ils sont là pour garantir que cette entité ne s'effondre pas. Rappelons-nous que le 6 octobre 1973, lorsque l'Égypte, la Syrie et la Jordanie attaquent les sionistes, c'est l'effondrement en une semaine. Toutes les forces sont enfoncées du nord au sud et de l'est en ouest. Par aviation, il y a 250 avions de combat qui sont mis au sol grâce au missile Sunset. Donc les sionistes perdent la bataille, chargent des têtes nucléaires sous la panique, et c'est les États-Unis qui font un pont aérien, en réalité une attaque directe, pour stopper l'avancée arabe et pour en finir avec les chars arabes qui commençaient à traverser le désert, comme la colonne du général Chazli, pour prendre un des héros de la guerre. Et donc, aujourd'hui, les États-Unis garantissent la sécurité de cet État, mais ont du mal avec les dirigeants dogmatiques, obsessionnels, qui sont complètement illuminés par des questions raciales ou religieuses. Et surtout, ils se rendent bien compte que, de toute façon, il ne faut jamais perdre de vue, que depuis 50 ans, les sionistes font la guerre à tout le monde. Alors, il y a eu une guerre, effectivement, en 1973, mais depuis la création de cet État, c'est toujours eux qui ont attaqué. Que ce soit 48, 56 avec les canals de Suez, 67, l'attaque soi-disant préventive
ensuite 82 au Liban, 2000 au Liban à nouveau, 2006 au Liban, 2008 à Gaza, 2010, 12, 14, ça n'arrête jamais. Donc, c'est des attaques permanentes, obsessionnelles de la part de l'entité sioniste. Les Américains voient qu'ils ont du mal à gérer ces gens qui sont un peu dogmatiques et illuminés. Et puis surtout, ils se rendent bien compte que c'est pas très rentable finalement de les soutenir, parce que les États arabes les détestent de plus en plus, ils sont moins en moins populaires, parce qu'évidemment ils soutiennent une cause qui est clairement colonialiste, une cause qui est impérialiste, qui est le bras armé de l'Occident, de façon visible aujourd'hui. Et puis les États-Unis se rendent bien compte aussi que en termes de marché, ils perdent de l'argent en finançant l'entité sioniste, ils perdent des marchés côté arabe, et ils se rendent bien compte que la popularité est grandissante avec les défaites américaines. N'oublions jamais que les États-Unis, depuis la Seconde Guerre mondiale, ne font qu'essuyer les défaites. Je suis des chiffres rapides. 53 échecs du côté de la guerre de Corée. Ensuite, ils ont un échec au Vietnam. Ensuite, ils ont un échec au Liban, ils sont chassés par l'attente. Ensuite, ils ont un échec en 91 contre l'Irak, parce que finalement, ils vont pas au sol. 2003, ils envahissent l'Irak, mais ils finissent par partir en échec un peu plus de 10 ans plus tard. Et puis l'Afghanistan, ce sont des va-nu-pieds qui réussissent à les vaincre. Donc ils savent très bien le risque de s'engager aux côtés des sionistes pour attaquer l'Iran. Ils n'iront pas attaquer l'Iran parce qu'ils en ont peur. Et les sionistes qui rêvent de cela, qui sont dogmatiques, poussent encore à la faute, mais finalement se retrouvent bien isolés sur ce schéma. Donc il ne faut pas perdre de vue que les États-Unis alimentent la guerre, garantissent le soutien logistique, militaire, alimentant missiles, mais ne prennent pas le risque d'envoyer leurs propres troupes parce qu'ils se savent en danger. Et puis de l'autre côté, que l'émission parlait de l'Iran a prévenu les États-Unis, si vous nous attaquez, nous ferons comme en 2003, nous allons activer, à l'époque c'était Moqtada Sadr avec la milice du Mahdi, nous allons activer le soutien contre vos intérêts. Donc vous êtes en risque, vous êtes otage de nos missiles aussi. Ne jouez pas la carte du pari de l'escalade aux côtés des sionistes. Les sionistes sont seuls dans cette histoire. Alors les États-Unis soutiennent financièrement, militairement, ils alimentent en armes, mais ils n'enverront pas un seul GI n'ira pas mourir pour les sionistes parce qu'ils savent très bien le danger qu'il y a. Et puis j'ai envie de dire en bout de course, ce Netanyahou qui est un illuminé arrogant et prétentieux, qui est clairement un imbécile parce qu'il ne se rend pas compte de l'histoire, ce Netanyahou qui n'est pas aimé par les Occidentaux parce qu'il n'est pas gérable, eh bien, ils vont le laisser commettre des fautes parce qu'ils vont le laisser comme en 2006 au Liban, se retrouver dans un échec. C'était pas lui qui se commande, mais l'État sioniste se retrouvera en échec. Et ça a été dit par Sofiane Baroudi sur le plateau. Et c'est vrai, il faut le dire et le rappeler, le système sioniste, ça n'est pas un homme, ce n'est pas Netanyahou. Le système sioniste, c'est une idéologie suprématiste blanche, occidentale, khazare. Et ce système-là ne supporte pas que des sous-hommes ou des animaux humains, comme ils disent, leur fassent front. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'à où ira ce système, jusqu'à quand il sera mis en échec. Et le jour où il y aura une offensive violente et guerrière, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont entendre raison, mais pas avant. La preuve, en 73, ils perdent la guerre devant l'Égypte et ils rendent le Sinaï parce que la force est imposée à eux. Très bien, Sofiane Baroudi, donc je me tourne vers vous une fois de plus. L'Iran a conseillé aux partisans du régime d'occupation de cesser de le soutenir aveuglément. Il n'y a pas que l'Iran qui a conseillé cela. Je rappelle que, par exemple, pour le cas des États-Unis, l'offensive génocidaire sioniste sur Gaza est conditionnée par l'appui logistique et en armement américain. Et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a appelé à arrêter de fournir des armes pour que le régime d'occupation sioniste continue de perpétrer ouvertement des crimes de guerre et des crimes de lèse-humanité. Donc il y a vraiment une mobilisation internationale très importante autour de cet axe-là, du soutien qui a été apporté notamment en matière d'armement. Parce qu'il faut rappeler que le régime d'occupation israélien n'a pas les moyens, si vous voulez, en termes d'armement et en termes logistiques, notamment par exemple pour réapprovisionner les patriotes, ou ce qu'il appelle le dôme de fer. Ça a été rappelé par un de nos invités. Juste la nuit d'hier, il y a eu à peu près $1 milliard de pertes. Et le système, ce qu'on appelle le bouclier de David ou alors le système d'homme de fer, a besoin d'être sans cesse, si vous voulez, réarmé par un appui américain. Et donc l'attitude américaine, elle est aussi un peu compliquée ou alors on va dire qu'elle est un peu incohérente. C'est-à-dire que d'un côté, on a une crise entre le gouvernement d'extrême droite et le Parti démocrate américain, dirigé par Joe Biden, qui doit, dans une année électorale, ménager une partie de son électorat, notamment une partie qui s'est révélée très, très, très solidaire avec la Palestine. Et là, je pense notamment à la gauche du Parti démocrate, à tous les militants autour du sénateur Bernie Sanders, à des collectifs qui prennent de plus en plus d'ampleur, comme Black Lives Matter, par exemple. D'ailleurs, le représentant de l'Algérie aux Nations Unies a lui parlé de Palestinian Lives Matter, c'est-à-dire les vies palestiniennes sont importantes, pour reprendre le slogan des Afro-Américains qui luttent pour la reconnaissance, justement,
de l'importance des vies américaines et qui sont, si vous voulez, des soutiens très très importants du Parti démocrate, notamment dans une année électorale. Mais en contrepartie de ça, il y a encore, il faut le dire, un lien stratégique intrinsèque très important entre l'entité sioniste et les États-Unis, mais aussi d'autres alliés occidentaux qui continuent de fournir des armes et de la logistique. Très bien, merci Sofiane Baroudi. Je vais vous interrompre un petit instant, le temps de donner un petit peu la parole à notre invité Amjad Chihab, qu'on essaye de recontacter depuis tout à l'heure et qui semble avoir des problèmes de connexion en raison de l'entité sioniste qui brouille donc Internet et les communications dans la région. Amjad Chihab, est-ce que vous m'entendez ? Très bien, je vous entends très bien. Très bien, Amjad Chihab, on était en train d'évoquer la question donc des États-Unis qui soutiennent de façon permanente l'entité sioniste. Les États-Unis qui ont fait beaucoup plus de mal au peuple palestinien finalement en raison de ce soutien. Tout à fait. Israël, c'est un projet colonial de l'Occident. C'est tout à fait. Il y a un lien stratégique, il y a des intérêts militaires, économiques, politiques, de la continuité, de protéger Israël. Tout ce qu'ils font, on a vu hier comment c'est passé. Il y a les Français, les Britanniques et les Américains, ils ont fait tous leurs moyens militaires sur les bases militaires qui se trouvent dans les pays arabes pour stopper les missiles dirigés contre l'entité sioniste. Ils ont mis toute leur capacité pour protéger les entités sionistes, parce que l'entité sioniste, il est considéré comme le fils de l'Occident. Il le protège parce que c'est le modèle, c'est le projet de la continuité de l'Occident pour l'Orient, donc de l'Union d'Arabes, et donc pour cet État, pour avoir une supériorité militaire sur les Arabes, supériorité économique et technologique par tous les domaines. Je vais devoir reprendre la parole à Amjad Chihab. La connexion est toujours aussi mauvaise. On rappelle donc que c'est l'entité sioniste qui brouille Internet et toutes les communications dans votre région. C'était le même cas avec Maître Eli Hatem. Donc voilà. Donald Trump, on s'excuse donc pour ce désagrément. Donald Trump a réagi donc à son tour après Joe Biden. Et pour le candidat républicain, l'éternel ennemi politique de Joe Biden, cela prouve tout simplement la faiblesse des États-Unis sous la gouvernance du démocrate Joe Biden. Regardez. La faiblesse dont nous faisons preuve, c'est inimaginable et cela ne serait pas arrivé si nous étions au pouvoir. Vous le savez et ils le savent, tout le monde le sait. Manuel Pouchelet, je reviens vers vous. Est-ce que l'entité sioniste qui risque de perdre donc cette guerre à Gaza veut impliquer les États-Unis et embraser la région selon vous ? Moi, je pense qu'elle le cherche. Très honnêtement, elle le cherche. Mais les Américains ne vont pas se faire avoir. Parce que les Américains sont des gens prudents. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, je vous rappelle que le marché de l'armement américain dans la région, rien qu'avec l'Arabie Saoudite, c'est 1 000 milliards de dollars de dépenses en faveur des Américains. Donc eux, ils veulent ce qu'on appelle un retour sur investissement. Je vous ferai remarquer aussi que les Américains ont investi et occupent actuellement une base militaire à proximité de Beyrouth. Donc autant vous dire qu'ils sont aux portes d'Israël. Au niveau présence, ils ont un groupe aéronaval en Méditerranée, dans l'océan Indien. Donc autant vous dire qu'ils sont très précautionneux de la situation. Les Américains ne s'engageront pas. Pourquoi ? Puisque je rappelle que nous avons aussi, nous ne l'avons pas encore mentionné ce soir dans ce débat, il y a également l'échéance du calendrier électoral qui s'invite dans l'équation, si vous voulez. Et M. Biden va être obligé auprès de ses souteneurs, y compris de la population américaine, puisque je vous ferai remarquer que cette actualité du Moyen-Orient occulte complètement la politique intérieure des États-Unis, mais répondre aussi aux besoins des citoyens américains qui en ce moment connaissent aussi des difficultés, comme dans tout l'Occident de manière générale. De toute façon, les États-Unis ne s'engageront pas pour la cause, on va dire, des sionistes ou pour la cause d'Israël, parce qu'ils sont prudents, ils savent pertinemment et ils connaissent, et ils ont appris à connaître d'ailleurs, la réversibilité permanente et la volatilité de la région qu'est le Moyen-Orient, où justement, ils sont aussi de manière, je vous l'ai dit tout à l'heure, impliqués notamment sur certains dossiers où ils dialoguent avec les Iraniens. Donc je ne pense pas que face, on va dire, à la folie complètement démesurée et la volonté de M. Netanyahou qui est complètement inacceptable et souvent dénoncé, et malheureusement on n'arrive pas
Je ne suis pas sûr que même les Américains arrivent à l'arrêter, si vous voulez. Donc une chose est sûre, les Américains ne prendront pas le parti de s'engager militairement pour avoir un nouveau chaos, parce que vous avez aussi un autre dossier qui, pour l'instant, on occulte l'actualité, c'est le dossier de Taïwan. Et les Américains sont aussi orientés sur Taïwan et le Pacifique. Ils ne pourront pas mener, comme en 1944, deux fronts, c'est-à-dire et dans le Pacifique et au Moyen-Orient, ou alors à l'époque de la guerre, c'était en Europe. Ils ne seront pas capables. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique américaine ne suivra pas forcément. Et aussi, on a un président Biden qui, je vous le rappelle, n'est ni plus ni moins que le prolongement de la politique de Barack Obama qui s'épuise et on arrive à la fin. C'est pour ça que M. Donald Trump, on va dire, malgré son côté tonitruant, je pense, a peut-être une nouvelle approche et des solutions. Mais pour l'instant, force est de constater qu'entre une administration démocrate et républicaine, sur le suivi de certains dossiers, il y a une forme de continuité. Je pense que les États-Unis arrivent aussi à un tournant et un nouveau regard sur la région qu'est le Moyen-Orient. Bien que représentant, si vous voulez, de nouveaux marchés, les Américains tentent aussi, et d'ailleurs, ils essayent de quitter la région au profit de la Chine. Mais pour l'instant, M. Xi Jinping est occupé, est retenu, on va dire, sur son territoire pour d'autres dossiers tout aussi préoccupants, notamment une crise économique qui ne dit pas son nom. Mais de toute façon, les Américains, on va dire, font tout et leur contraire. Ils ont annoncé vouloir se retirer du Moyen-Orient et finalement, par la force des choses, ils sont restés. Donc maintenant, quelque part, est-ce que les Américains, avec le dossier israélien, ne risquent pas à leur tour d'être confrontés à leurs propres contradictions? Et je ne pense pas que ce soit un risque au niveau de la Maison-Blanche. Ils sont encore suffisamment sous-pesés, mais risque il y a. Et de toute façon, les élections arrivant, je pense qu'il y aura une période de flottement, sur la période de l'été prochain, avec une relance des débats qui va s'accélérer autour de octobre-novembre. On va demander à l'administration de M. Biden de s'expliquer et éventuellement d'interroger le contradicteur qui est M. Trump pour voir quel est ce projet par rapport à cette région. Mais je ne pense pas que les Américains, de toute façon, iront plus loin. Déjà, assurer le soutien logistique d'Israël est quelque chose d'énorme. Je rappelle que le général Eisenhower avait dit en 1944 « Sans les logisticiens, je ne peux pas conduire d'opération ». Pour l'instant, il y a le soutien américain. Le jour où celui-ci va cesser ou s'il s'interrompt, je pense que les jours de M. Netanyahou et d'Israël seront comptés. Sofiane Baroudi, vous rejoignez les propos d'Emmanuel Pouchelet qui dit que les Américains risquent d'être confrontés à leurs propres contradictions. Moi, je pense qu'ils le sont déjà actuellement. Il faut rappeler que aussi l'année électorale se déroule dans une conjoncture déjà en interne assez inédite. Déjà demain, il y aura l'ancien président Donald Trump qui va comparaître au pénal, ce qui est une première dans l'histoire des États-Unis. Et il y a aussi une crise institutionnelle assez profonde. Il ne faut pas oublier aussi les accusations très graves des dernières élections autour des fraudes, ce qui met aussi une atmosphère assez particulière pour cette joute électorale. Il y a aussi la crise au Texas autour de la question migratoire et une confrontation ouverte entre des sénateurs républicains et l'administration centrale démocrate. Et même sur la question du Moyen-Orient ou sur l'Ukraine, il n'y a pas vraiment de consensus, il y a même des confrontations ouvertes. Je rappelle que par exemple l'aide conditionnée à l'Ukraine est toujours bloquée parce qu'il y a des mésententes. Sur la question du Moyen-Orient, il y a, si vous voulez, un enjeu important non seulement pour les élections, mais aussi à mon avis d'ordre stratégique. C'est-à-dire que c'est connu que, si vous voulez, l'entité sioniste représente une tour stratégique pour les intérêts américains au Moyen-Orient. Mais une escalade serait très préjudiciable pour les intérêts américains, justement, au Moyen-Orient. M. Pouchelet parlait, par exemple, du lobby militaro-industriel, mais il y a aussi la question pétrolière. C'est-à-dire que si on va vers éventuellement une escalade dans les prochains jours, il va y avoir une flambée des prix du baril de pétrole et aussi, par conséquent, des prix de l'essence qui font déjà couler beaucoup d'encre et provoquent beaucoup de mouvements de colère en Occident, en Europe. On a vu le mouvement des agriculteurs ou alors des inquiétudes par rapport à ça. Et aux États-Unis, ça fait partie des facteurs prégnants de l'électorat américain, l'économie et notamment le prix de l'essence. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il va falloir examiner de très près. Il y a aussi un autre aspect, c'est que Joe Biden, lui, est confronté à une pression à sa gauche de la part d'un mouvement déjà pacifiste qu'on voit ressurgir. C'est le mouvement historique qui a lutté pour la paix au Vietnam. Et il y a aussi une pression à sa droite qu'il doit aussi contenir ou alors à laquelle il doit répondre, c'est celle des néoconservateurs et du lobby sioniste qui est un faiseur de roi aux États-Unis, il faut aussi le rappeler. Et donc il faudra trouver un équilibre entre tout ça et ça va être compliqué à mon avis.
Chérif Idriss, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, à Gaza, tout ça va s'inviter justement lors de l'élection présidentielle aux États-Unis. De manière générale, la politique étrangère n'est pas un thème mobilisateur dans la campagne électorale. Tous les présidents essaient de l'éviter. Je crois que... Mais l'actualité fait que... Oui, l'actualité fait qu'actuellement, la politique étrangère s'invite, elle s'impose dans le débat politique interne et dans la pré-campagne, notamment dans les primaires, aussi bien républicains, les démocrates, je ne sais pas des primaires. Mais à mon sens, ce qui se profile comme scénario pour l'administration Biden, l'intérêt est que cette guerre se termine, cette agression se termine. D'accord. Plus tôt elle se terminera et mieux ça sera pour l'administration Biden, dans la mesure où cela permettrait un petit peu de calmer les dissensions en interne avec les progressistes et là la crainte de l'émergence d'un lobby pro-palestinien qui ferait contrepoids, je dirais pour toute proportion gardée, bien entendu, au lobby pro-sioniste. Et deuxième élément, de faire en sorte que la situation dans la région au Moyen-Orient s'apaise un petit peu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le risque d'escalade me paraît peu probable, parce que les Américains, une escalade, une guerre ouverte n'est pas dans leur intérêt. Cela porterait un préjudice à leurs intérêts, aux intérêts de leurs alliés, et même aura des répercussions au niveau de la politique intérieure. Des répercussions dans la déclinaison, l'une des déclinaisons, je dirais, les plus importantes, c'est que la question du Moyen-Orient, la politique étrangère, devient un enjeu électoral majeur. Et sur ce terrain, le président Biden risque de le perdre dans la mesure où une agression sur Gaza, un soutien inconditionnel à Israël pourrait coûter plus cher électoralement parlant et politiquement parlant. Donc, à mon sens, ce qui me paraît plus probable dans les mois à venir, c'est que l'administration américaine cherchera à faire plus de pression sur son allié israélien, d'essayer de trouver des solutions et voire même d'encourager des élections anticipées en Israël de façon à ce qu'il y ait un gouvernement moins va-t-en-guerre que le gouvernement actuel, d'arriver dans une sorte de solution d'arrangement et peut-être de contenter un petit peu les Palestiniens, parce que jusqu'à présent, et de parler un petit peu, si vous voulez, de l'après-Gaza, de sortir du tactique, d'aller vers le stratégique. Cette option permettrait un petit peu de desserrer les taux au niveau régional, de calmer un petit peu les tensions et de desserrer les taux sur l'administration Biden qui est tiraillée entre le soutien à Israël et un front interne qui risque un petit peu au niveau démocrate de s'animer davantage. Je dirais même que actuellement l'une des préoccupations en termes de politique intérieure, elle reste l'économie avec une inflation qui augmente. Et là, les Américains sont moins portés pour les questions de politique internationale. Donc la question économique va s'inviter dans le débat et l'administration Biden, à mon sens, bien sûr, il y a toujours on pourrait toujours, au risque de me tromper, fera en sorte que la question du Moyen-Orient, la politique étrangère ne s'invitera pas. Parce que si cela venait à se produire, cela donnerait du grain à moudre à son rival, le candidat républicain, qui est en train dans une surenchère vers le soutien d'Israël. Et même, ils vont sortir la question iranienne, la faiblesse de l'administration Biden de faire des concessions par rapport à l'Iran, de revenir à l'accord nucléaire, alors que lui a carrément la gelé. Et même d'aller vers le soutien d'Israël. Donc, à mon sens, ce qui risque de se produire, c'est que l'administration Biden, les pressions américaines sur le rallye Israël vont aller en s'accélérant. On ne sait pas quelles seraient les formes d'Israël. Peut-être même d'encourager vers des élections anticipées la venue d'un nouveau gouvernement qui pourrait aller vers des négociations et lesquelles négociations aboutiraient à une accalmie, je dirais, à une accalmie temporaire, le temps un petit peu de contenter, si vous voulez, de restaurer un petit peu les choses dans la région, de calmer un petit peu certains alliés, de calmer l'Iran, même aussi sur le plan interne et de faire passer les élections de novembre qui arrivent. Gamal Abina, je reviens vers vous avant de clore donc cette émission. Alors finalement, à croire les propos de M. Chérif Idriss, tout le monde aurait intérêt à ce que cette guerre à Gaza se termine, mais finalement personne ne fait rien pour que ça s'arrête, pour qu'il y ait un cessez-le-feu durable. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait intérêt à ce qu'elle se termine, parce que d'abord, ça arrange Trump
de montrer que Biden n'est pas à la hauteur. Ensuite, il ne faut jamais perdre de vue que la politique internationale a toujours été un véritable problème pour les présidents américains. On se souvient de Roosevelt qui était embourbé dans l'idée qu'il fallait être non-interventionniste dans les guerres en Europe, donc il a fait sa campagne là-dessus. On se souvient aussi de la guerre du Vietnam qui a coûté la place à un président américain. On se souvient de Carter qui a été mis en échec parce qu'il y a eu l'affaire des otages en Iran, encore une fois le Moyen-Orient. À chaque fois, le Moyen-Orient s'invite dans les débats, tout comme la guerre du Golfe en 91. À chaque fois, on a ce Moyen-Orient qui est toujours présent, qui est toujours, indépendamment d'autres guerres dans le reste du monde, mais quand même qui est toujours un abcès de tension. Et Trump, qui est un homme qui a compris la faiblesse de Biden, va jouer de cela. Et il va dire quoi? Il va dire simplement que l'Amérique est en danger, mais Trump est un homme d'affaires. C'est la rentabilité qui l'intéresse. Je rappelle qu'il a tenté à tout va d'acheter la paix. Il a négocié auprès des États arabes pour qu'ils fassent la paix, moyennant des petits cadeaux. Vous sortez du statut terroriste, ou alors on vous donne la reconnaissance du Sahara occidental, ou encore une fois, tout un tas comme ça de petits accords américano-arabes pour obtenir la paix. Donc c'est des achats, c'est de la négociation de marchands de tapis, mais dans les faits, la guerre profite à Trump, à plein régime. Et c'est le problème de Biden. Biden est en difficulté. Puis juste pour finir, mon propos très important, n'oubliez pas qu'il y a deux tensions. Il y a la Russie avec le gaz qui coûte très cher aujourd'hui. Si le pétrole explose, ça va mettre à genoux l'économie mondiale et les Américains le savent. Très bien, merci Gamal Abina. Manuel Pouchelet, je me tourne vers vous. Le mot de la fin sera pour vous très rapidement. Alors ce soir, l'Iran a offert un message clair à l'entité sioniste et aux États-Unis. Oui, tout à fait. Et puis moi, pour conclure, je vais utiliser ce proverbe perse: ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent et le présent t'appartient. Et puis il y a un proverbe arabe également qui peut aussi synthétiser la situation avec tous nos échanges que nous avons eus ce soir. Un beau parleur n'aime pas en trouver un autre. Voilà, c'est un petit peu la synthèse de la situation actuelle entre l'Iran, Israël et puis bien sûr les États-Unis et pourquoi pas l'Europe. Très bien, merci Manuel Pouchelet pour vos nombreux proverbes et citations que vous nous donnez à chaque fois dans nos émissions. Merci à vous tous, messieurs, d'avoir répondu présents ce soir. On arrive à la fin de cette couverture spéciale. Merci à vous, Cherif Delis. Merci d'avoir dit oui ce soir. Merci Sofiane Barodi d'avoir été avec nous. Gamal Abina, Manuel Pouchelet, je vous remercie également. Et puis, une petite pensée à Amjad Chehab et à Maître Eli Hatem qui n'ont pas pu être avec nous durant toute l'émission en raison donc du brouillage de la communication par l'entité sioniste. Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée. Good.